Je suis un patron sévère avec moi-même. Enfin, ça ne regarde que moi. Mais je mets pas de réveil à sonner, j'ai pas de compte à rendre. Enfin, j'ai construit ma vie comme ça, donc c'est un luxe total. Ça veut dire que j'ai pas de tribu. Je fonctionne pas en bande ou en meute. Ça veut dire que j'ai pas de gens à préserver. Je peux quitter mon éditeur tout de suite si je veux, quand je veux. Voilà. Là où je suis, j'ai démissionné d'éducation nationale. J'ai quitté l'usine dans laquelle j'ai pu bosser quand j'étais lycéen et que je bossais pendant les vacances. J'ai plaqué des endroits comme ça. Je me suis fâché récemment avec un éditeur. Je tiens à rien ni à personne. Je crois plus à mes idées. Je crois plus à mes idées qu'aux gens. C'est-à-dire j'ai une espèce d'idéal qui fait probablement de moi un psychorigide aussi. J'ai une éthique de conviction très sévère, très austère. Je crois vraiment qu'il y a des choses qu'on fait, des choses qu'on fait pas. Il y a des choses justes et des choses injustes. Et que je suis le plus gentil des garçons quand on vient pas me chercher. J'ai rencontré la philosophie sans savoir que je rencontrais la philosophie. Je me suis retrouvé en pension, donc dans un orphelinat où la seule possibilité de sortir ou de survivre, c'était de lire. Et à l'époque, je lisais Jean Rostand, Pensée d'un biologiste, Réflexion d'un biologiste, des aphorismes, Troisième République, enfin des petites choses un peu légères. Quand on lit ça aujourd'hui, bon. Et à l'époque, je voulais être biologiste parce que je ne comprenais pas que ce qui m'intéressait chez Jean Rostand, c'était pas la biologie, c'était le philosophe, c'était le personnage qui nous parle de Dieu, de la vie, de la mort, etc. Enfin, c'est le vieux scientifique sur le principe du 19e siècle qui philosophe, qui donne son avis sur le monde. Et donc, je crois que j'ai rencontré la philosophie à ce moment-là, mais sans savoir que ça s'appelait la philosophie. C'est un petit peu plus tard que sur le marché d'Argentan, achetant des livres d'occasion, et puis de manière boulimique, lisant la poésie, la sociologie de la littérature, etc. Mais une fois, c'était Baudelaire, Rimbaud, une autre fois, c'était un texte d'Auguste Comte, une autre fois, c'était vraiment boulimique. Et un jour, j'ai su ce qu'était vraiment la philosophie, d'autant plus que quand je suis rentré en classe de philo, il y avait des auteurs, il y avait un programme, il y avait des sujets, il y avait des questions, etc. Et je me suis dit, ça m'intéresse. Mais de là à imaginer que ça puisse devenir une profession, j'y ai pas songé une seule seconde. J'étais en terminale, moi je voulais à l'époque être chauffeur de train. Il n'était pas question pour moi d'imaginer que le fils de pauvre que j'étais puisse entrer à l'université, faire des études. Je savais même pas ce que c'était que l'école normale supérieure, l'agrégation, le CAPES, l'université. Je me disais c'est pas pour moi. Enfin, ce sont des choses vraiment impossibles. Et là, j'ai eu un coup de foudre avec un prof de philo. Lucien Gerfagnon, professeur de philosophie antique, parce que d'un seul coup, j'ai découvert que la philosophie, ça n'était pas que de la théorie, mais que c'était aussi la vie philosophique qui l'accompagne. Et un philosophe dans l'Antiquité, c'est pas quelqu'un qui fait des livres, c'est pas quelqu'un qui donne un cours, c'est pas quelqu'un qui crée des concepts ou qui invente des personnages conceptuels, pour utiliser les formules de Gilles Deleuze qui font florès parmi les professeurs, chez les professeurs. C'est pas ça la philosophie. La philosophie dans l'Antiquité, c'est la vie philosophique. C'est-à-dire qu'il y a un philosophe qui est sur l'agora ou sur le forum et qui est en train de parler. Il raconte la vie, la mort, la souffrance, la douleur, il débat, etc. On peut croiser. Moi, j'ai vu à Athènes, le moment au pied de l'Acropole, l'endroit où Socrate rencontre Platon. Et l'idée que on se dit mais c'est là que ça s'est fait, c'est quand l'île Lissos, quand dans certains dialogues de Platon, on a le bruit des cigales, le petit cours d'eau qui passe là, on se dit oh, c'était là, qu'est-ce que c'est magique quoi. Et puis il y a quelqu'un qui peut être charpentier, menuisier, marchand de poissons, et qui va entendre le philosophe, et qui peut devenir philosophe et mener une vie philosophique, et rester charpentier en même temps. Et ça, je me suis dit, c'est extraordinaire. Le règne des profs, c'est fatigant. Le règne des universitaires sur la philosophie qui coupe en tranches, qui saucissonne une pensée. J'avais vu ça après, enfin j'ai vu ça un petit peu plus tard avec ma maîtrise, avec ma thèse. Quand j'ai soutenu ma thèse, j'ai bien compris qu'il fallait en gros prendre l'œuvre complète, saucissonner, déplacer les morceaux, recoudre, reproposer ça en disant voilà le concept de machin chez Bidule entre telle date et telle date. On dit oh, bravo, mention très bien, etc. Et quand j'ai eu j'ai soutenu ma thèse, mention très bien, etc., je me suis dit, mais quel exercice de style inintéressant. J'ai appris des choses, oui, j'ai lu des philosophes, mais à quoi ça sert tout ça? Je préférais la vie philosophique comme une occasion de dire, ben voilà, j'ai lu Lucrèce. Et ce que dit Lucrèce de l'amour, de la mort, de la douleur, de la souffrance, du désir, du plaisir, enfin de toutes ces choses-là, ça a changé ma vie. Et ça doit changer ma vie. C'est-à-dire qu'on n'est pas philosophe de 9 à 12, de 2 à 4, et puis le dimanche on s'arrête, on prend un week-end, et puis on n'est pas philosophe l'été parce qu'on a des vacances, puis à 60 ans, enfin 65 bientôt, c'est la retraite, donc on cesse d'être philosophe. Non, on l'est 24 heures sur 24, c'est une espèce de vocation.
Oui, j'ai démarré un peu par effraction avec un livre, Le ventre des philosophes. J'ai envoyé mon manuscrit par la poste chez Grasset, chez Gallimard et chez Bernard Barrault. Gallimard m'a répondu non, Barrault m'a pas répondu, et Grasset m'a répondu oui tout de suite. J'ai eu Jean-Paul Antoven, mon directeur littéraire, au téléphone. Il m'a dit qu'est-ce que c'est que ce livre? C'est une espèce d'ovni, d'où ça vient? Vous êtes qui? Vous faites quoi? Voyons-nous très vite. Donnez-moi un numéro de fax, je vous faxe tout de suite votre contrat. J'ai plus pas de fax. Et il me dit venez à Paris. J'ai dit tel jour, telle date, telle heure. Bon, je viens à Paris, j'ai rencontré Jean-Paul Antoven. Et alors là, on m'a fait savoir que père ouvrier agricole, mère femme de ménage, orphelinat de 10 à 14 ans, à 17 ans, envie de devenir chauffeur de train, allant à la gare d'Argentan pour se faire embaucher comme conducteur de locomotive, écrivant un livre de philo envoyé par la poste et qui va se trouver publié, etc. Il me dit, mais c'est quand même étonnant cette vie. D'abord, il pensait que je cachais quelqu'un d'autre, que j'étais un pseudonyme. Jusqu'à ce qu'il découvre que j'étais pas un pseudonyme, quoi. Enfin, il m'a dit pourquoi vous avez fait des chapitres sur Rousseau, sur Diogène, sur Marinetti, mais pas sur d'autres. Parce qu'il est un peu court votre livre, il faudrait peut-être un chapitre de plus. Ou comment est-ce que vous avez procédé? J'ai dit, il me fallait une bonne biographie, une correspondance. Et puis des considérations sur la nourriture dans l'œuvre. C'était le point de départ. Et il me dit personne d'autre n'aurait pu rentrer dans ce cadre-là. Je dis si, Sartre, je pense que j'aurais pu faire un Sartre. Il me dit faites un Sartre. Je rentre, je prends mon train, je rentre dans Argentan, je fais mon Sartre, j'envoie, et 48 heures après, il avait un chapitre sur Sartre. Il dit alors, effectivement, il cache quelqu'un, ce texte était prêt, je le revois, il me dit c'est quand même très étonnant votre vie, là. Racontez ça, racontez un petit peu à la première personne, parce que le Sartre, on l'ajoute. Et puis on va faire une préface, et ça c'est le coup de génie de Jean-Paul Antoven, et il va faire une préface autobiographique dans laquelle vous direz qui vous êtes, d'où ça vient, cette espèce d'ovni qui est Michel Onfray, etc. Et je rentre sur le même principe, et je renvoie, même chose, dans les 48 heures, le texte. Là, il me dit, écoutez, on est bluffé, c'est donc bien vous. Parce qu'il me dit, vous avez mis combien de temps à écrire ce livre? Je dis 4 jours. D'accord, voilà. C'est un petit livre, ceci dit. Et là, il dit, bon, ben, on est bien sûr que c'est vous. Donc maintenant, vous êtes un auteur Grasset, vous faites partie de l'écurie, vous allez devenir un philosophe dont on va s'occuper. Ce qui veut dire que votre enfance, votre passé, Argentan, tout ça, c'est fini. Il faut venir à Paris, parce que faut faire carrière, et on fait carrière à Paris. On ne fait pas carrière quand on n'est pas à Paris. Donc, bah voilà, quoi, va falloir changer de vie, c'est tout. C'est un moment important de votre existence, vous avez 28 ans, 29 ans. Et ben voilà, quoi, ça va continuer. On va vous laissez tomber votre boulot, vous trouvez un travail ici, vous allez faire des choses bien plus intéressantes. Vous allez rencontrer des journalistes, c'est nécessaire pour faire carrière, les voir, les rencontrer, travailler avec eux, devenir amis, etc. J'ai pas du tout envie de ça. Mais comment ça? Vous voulez pas venir à Paris? Je dis non, vous voulez rester à Argentan? Je dis bah oui. On dit bah vous ferez pas carrière. Je dis j'ai pas envie de faire carrière, j'ai envie de faire des livres. Il y a des choses qui m'insupportent. Et quand les choses m'insupportent, alors je le dis. Parce que j'ai personne à ménager. Et de fait, quand m'est arrivé sur des plateaux de télévision d'entendre des choses que je pouvais pas entendre, quoi. Enfin, il y a des choses j'arrive pas à entendre. Des gens qui mentent, des hypocrites, des fourbes, des gens qui sont dans des logiques de tribal, de copinage, qui disent du bien de gens alors qu'ils ne pensent pas de bien de ces gens-là, mais qui sont des gens utiles, je sais pas quoi. C'est épidermique chez moi, j'arrive pas, quoi. J'arrive pas à me contenir ou à rester sage ou serein, et je dis non, quoi. Je suis un peu Don Quichotte dans cette aventure, et de fait, ici, là ou ailleurs, il y a eu, on en a parlé un petit peu tous les deux, mais j'ai effectivement des émissions dans lesquelles, a priori, je me suis pas dit, celui-là, je vais me le payer. A priori, je veux dire. Simplement, il y a des gens qui m'ont cherché un peu, quoi. Et quand ils m'ont cherché, ils m'ont trouvé. Et là, de fait, j'y vais, quoi. Parce que je dis, non, bon, voilà, on peut pas accepter ça, je vais pas entendre ça. Moi, je travaille, ou voilà. Bon, il y a eu des moments, je veux pas revenir sur des polémiques avec tel ou tel, mais il y a des moments où les gens entretiennent une espèce d'obscurité un peu dommageable. Je me souviens d'une télévision avec Bernard-Henri Lévy au moment des présidentielles où on savait qu'il était de gauche, qui soutenait Ségolène Royal, mais qui était copain avec Sarkozy, etc. Je laisse faire, puis à un moment, je dis, mais vous allez voter pour qui? Voilà. Enfin,
C'était une question que je pense, je veux pas dire que je suis le représentant d'une France profonde ou je sais pas quoi, mais que les gens devant leur télévision pouvaient se poser. Moi, je me la posais. Donc, je donne l'impression d'agresser, simplement, je restaure une espèce de justice, quoi, enfin de vérité. Et après, je me dis, mais tu fais comme ça le défenseur de la veuve et de l'orphelin? Pourquoi tu veux être Don Quichotte? Pourquoi tu veux restaurer la justice dans un monde sans justice? On le sait très bien qu'il y a des prospérités au vice et des malheurs à la vertu. On le sait que c'est comme ça depuis toujours. Sauf que je ne peux pas me refaire. Et j'ai toujours l'impression qu'il y a un peu comme Zorro, quoi. Il y a une espèce de justice à restaurer en disant, ou Robin des Bois, ou enfin des gens qui sont là en disant, je peux pas accepter ça, quoi. Je peux pas accepter ce genre de choses. Alors de fait, paf, 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 il y a des moments comme ça où on se dit, il est violent, il est agressif, il est méchant, mais je ne le suis que quand on est venu me chercher. Sinon, a priori, j'ai plutôt tendance à laisser faire, à laisser couler, je pense. Il y a cette phrase de Nietzsche aussi qui dit « Ce qui ne me tue pas me fortifie ». C'est-à-dire que au départ, quand j'ai commencé par Pollack en 89, par me faire traiter d'antisémite, de la philosophie de Michel Onfray, 2 points, c'est une citation, hein, dans l'événement du jeudi, il y en a marre des rescapés des camps de la mort. Parce que j'avais écrit la sculpture de soi et que j'y faisais l'éloge de Nietzsche, que Pollack présentait comme un nazi, etc. Alors je me dis, j'ai mal dit, je me suis mal exprimé, j'ai dû commettre une erreur, il y a un impair dans ce livre pour que, etc. Puis après, j'ai compris tout ça. Je veux dire, les critiques littéraires sont tous des ratés, des nuls. On n'est pas responsable de la page philo du Monde quand on a du talent. Si on est responsable de la page philo du Monde, c'est qu'on est un crétin. Sinon, on fait une œuvre, sinon on fait des conférences, sinon on est invité sur la planète entière, sinon on fait ses livres, et puis voilà. Si là on dit du mal des gens, du bien des gens, la plupart du temps on dit du mal des gens bien et du bien des gens mal ou des gens mauvais, ou on dit du bien des gens utiles qui vont permettre d'entrer au CNRS, d'envisager le Collège de France, de pouvoir diriger un jour une collection chez un éditeur. Enfin, on voit bien, moi maintenant je vois bien quand je lis les journaux, ce qu'il y a derrière les articles. Pourquoi on encense celui-ci? Pourquoi on déteste celui-là? Ça n'a rien à voir avec le livre, que ces gens-là n'ont pas lu d'ailleurs. Il faudrait... Pourquoi est-ce qu'on lirait un livre alors qu'on est payé aussi cher quand on a dit du mal sans l'avoir lu, en ayant lu simplement la 4e de couverture? Bon, voilà. Le monde est ainsi fait que ça me paraît normal que on est là un ramassis de feignants, jaloux, envieux, sans œuvre, sans travail, qui font des ménages, qui sont très bien payés, ce genre de choses. Ça, c'est la fromagerie du Quai. J'y ai travaillé ici 2 saisons comme étudiant. Et là, l'espèce d'enfant écorché que je suis déjà n'accepte pas un certain nombre de situations qui ne sont pas pensables, quoi. C'est pas pensable pour moi de se faire humilier par un petit contremaître, une espèce de crétin total, une espèce de... Je voudrais pas être désagréable, mais enfin, on voit bien ce qu'aurait été la carrière d'un individu comme ceci dans les années 40, quoi. C'est-à-dire un homme qui était là pour faire obéir les gens qui étaient là. Donc, on travaillait, et puis voilà, il y avait une chaîne, et les premiers qui s'arrêtent dans la chaîne s'arrête complètement. Et donc, on ne pouvait pas aller aux toilettes, par exemple. Alors, il fallait demander l'autorisation d'aller aux toilettes, ou il fallait demander l'autorisation d'aller au casse-croûte. Enfin, c'est lui qui l'a donné. Et donc, c'est une espèce de singe, très velu déjà, physiquement, et il faisait des signes comme ça. Comme s'il n'y avait plus de langage, et comme si on avait affaire à des singes qui communiquaient. Dans le genre... Dans le genre, on mange, c'est l'heure, faut y aller. Et là, j'étais sidéré en me disant, mais on se parle pas, il n'y a plus de langage, qu'est-ce que c'est que cette aventure, qu'est-ce que c'est que cette chose? Et puis des fois, on disait qu'on avait envie d'aller aux toilettes, et il décidait qu'on n'allait pas aux toilettes. Ou il décidait qu'on n'allait pas manger. Et puis un jour, j'ai tout arrêté. C'est-à-dire que j'avais une blouse, j'avais des bottes, il y avait du sérum, on était sale, on sentait mauvais, etc. Et puis, je demandais l'autorisation d'aller manger, parce qu'il ne me donnait pas l'autorisation d'aller manger. Et puis, exprès, il ne me la donnait pas. Donc j'ai tout arrêté. Et alors à ce moment-là, évidemment, quand on a un bidon qui arrive, il faut mettre la présure, il faut pousser, le bidon est versé, il en arrive un autre, on recommence, présure, et puis on a mal au bras, mais on fait ça en permanence, et puis quand on tire un peu trop fort, ça nous saute au visage, et on est dégoulinant de présure, de petits laits, de machin caillé, etc. Et puis à un moment, j'arrête. C'est-à-dire que d'un seul coup, ça commence à bourrer, et puis boum, 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 je me souviens du bruit du moteur, des choses qui arrivent, et je dis, j'arrête.
j'arrête, quoi. Et puis, évidemment, tout arrive en amont, plus rien n'arrive après. Alors, comme plus rien n'arrive après, les gens qui mettaient le petit lait dans les choses, etc., ben, ils font ça une fois, deux fois, puis il n'y a plus rien, et puis ça continue, et puis ça s'arrête. Donc, l'usine s'arrête. Simplement parce que je dis, ça suffit. Et alors, évidemment, il arrive en poussant des cris, bras au ciel comme ça, et velu comme il était, on avait vraiment l'impression d'un singe qui sortait de la jungle et qui, de liane en liane, arrivait et s'est mis à pousser des cris. Et j'ai dit, ça suffit. Je sais plus quoi, dans le genre, vous m'emmerdez, j'ai pris mon truc, j'ai balancé ça, j'ai enlevé mon tablier, et j'ai dit, je m'en vais. Et j'ai vu là, l'usine arrêtée, et le regard, j'oublierai jamais ça, le regard des gens qui se disaient, il fait ce qu'on aimerait faire. Il a le loisir de faire ce qu'on ne pourra jamais faire. Lui, il est étudiant, dans le genre, voilà, si ça s'arrête pour lui. Nous, on a des enfants, on a une maison à payer, des voitures, ou je sais pas quoi, enfin, et puis on n'a pas le loisir de ça, quoi. Et moi, je pouvais me permettre de dire, je vous emmerde. Les autres ne pouvaient pas. Et je me souviens d'avoir posé tout ça, d'avoir engueulé ce type qui n'en pouvait plus rien. Je veux dire, là, il n'y avait plus de pouvoir. Le contremaître à qui on dit, je vous emmerde, et on arrête l'usine, et puis voilà. Je suis sorti, et là, je me suis dit, je me suis promis que je n'oublierai jamais la détresse que j'ai vue dans le regard de ces gens-là, en me disant, eux ne peuvent pas, souviens-toi toujours de ces gens qui ne peuvent pas faire avec ce contremaître ce que toi tu as fait. Et j'ose espérer que tout mon trajet depuis n'a pas été infidèle à cette promesse que je m'étais faite. J'écris des livres librement, je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Je suis assailli par les éditeurs aujourd'hui qui veulent me faire des best-sellers. Et je sais comment on fait des best-sellers. Il suffit de descendre d'un cran, et puis voilà, enfin bon, il y a des techniques pour ça. Moi, je fais des livres, et certains sont des best-sellers, puis certains ne le sont pas. On ne me reproche pas les livres qui ne sont pas des best-sellers, qui sont plus nombreux. On me reproche les best-sellers sous prétexte que ce seraient des pamphlets, des choses faciles, des choses, je sais pas quoi, dans lesquelles je ne ferais que répéter des choses qui n'auraient déjà été dites 100 fois, 1000 fois, enfin bon, toutes les choses qu'on dit habituellement. C'est très... ça renseigne beaucoup sur l'humanité de faire un best-seller. Sur l'animalité de cette humanité. Il y a un moment où on comprend que la haine, elle a à voir avec ce que Nietzsche appelait le petit cliquetis des sentiments desséchés. C'est-à-dire rien à voir avec ce qu'on aura dit, pas dit, écrit, pas écrit, fait ou pas fait. Ça, après, on devient une espèce d'icône et il faut cracher sur l'icône, un peu comme il y a des fétiches africains, on enfonce des clous. Donc on est un fétiche dans lequel on enfonce des clous. Donc il y a un moment où on se dit, non pas même pas mal, parce que ça, faut arrêter de croire que quand on se fait insulter à longueur de journaux, on est indifférent. On n'est pas indifférent. Personne ne se fait cracher au visage en disant je suis totalement indifférent au crachat qui m'arrive sur le visage. Ça, c'est une fiction. La haine est insupportable. Tout ça est concentré à Paris. Moi, j'ai pas envie de fréquenter ces gens-là. Bien sûr qu'il y a des dagues et il y a des couteaux en province également. Simplement, on trouve sa place dans un monde où les problèmes ne sont pas les mêmes, les égos ne sont pas les mêmes. Moi, je suis dans une terre que mes ancêtres habitent depuis 10 siècles. Donc il n'est pas question pour moi d'aller faire le fanfaron à Paris, faire du cirque, simplement parce qu'on aurait fait une carrière qui aurait rendu possible un trajet qui m'aurait conduit à devenir quoi? Je ne vais pas donner de nom propre, mais je vois bien ce que je serais devenu. Donc il y a une espèce d'enracinement ici. Donc il n'est pas question pour moi d'aller jouer le Parisien. C'est une punition, Paris, à chaque fois pour moi. Ça, c'est le champ de mon père. C'est pas grand-chose. C'est même pas un hectare. C'est un lieu qui a été important parce qu'il a été ouvrier agricole, c'est-à-dire qu'il était salarié. Il était propriétaire de sa force de travail, mais de rien d'autre. C'est un prolétaire des champs. Plus le temps va, plus je pense qu'il faut faire l'économie des livres, des librairies, des bibliothèques, des textes, et revenir à la source, revenir à la nature, revenir aux leçons que nous donne la vie, quoi. Donc, voilà, on voit des choses renaître, vivre, mourir. On voit les jardins sont des leçons de philosophie. Les champs sont des leçons de philosophie. Là, on n'a convoqué personne. On est dans un chemin où on voit en permanence passer des paysans parce que la nature leur a dit c'est là, c'est l'heure, c'est le moment. Il faut les moissonner, il faut les battre, il faut les... Voilà.
La nature m'a appris des choses dont j'ignorais qu'elle me les apprendrait, parce que quand j'étais dans la nature, petit garçon, je n'imaginais pas qu'on puisse être parisien, je sais pas quoi. Moi, je ne suis avant 20 ans, je ne suis jamais. Si je suis allé une fois au cinéma, mais sinon jamais au cinéma, jamais au théâtre, jamais à l'opéra, jamais au restaurant. Moi, jusqu'à l'âge de 20-25 ans, je ne savais pas ce que c'était. L'avion, la première fois que j'ai pris l'avion, en fait, jusqu'à 20 ans, j'étais une espèce de petit sauvage dans ma campagne. Donc petit garçon, moi je vais pêcher des vairons, des anguilles, je mets des boutons d'or sous les mentons des filles, je fais des poupées avec les coquelicots, je suce des bouts d'herbe, je sens l'odeur de la nature, je sais ce que c'est que l'odeur d'un orage, d'un avant-orage, d'un après-orage, je connais les éclairs, je sais ce que sont les animaux, je connais le nom des fleurs, des plantes, je sais ce que sont les arbres, je connais le bruit des arbres, la nature, les parfums, le frisely sur l'eau de la rivière, les lacs, les étangs, le bruit des crapauds, des grenouilles, je connais tout ça. Mais je ne sais pas que je connais ça. Je ne sais pas que je sais, puisque c'est mon enfance et que c'est mon enfance. Donc voilà. C'est après. Quand on voit la folie du béton, la folie du bitume, la folie des gens qui vivent dans des trous, dans les métros, dans les trucs, la folie des aéroports, la folie de toutes ces choses-là, qu'on se dit, mais je sais ce que c'est que la nature, moi. Je sais d'autant plus ce qu'est la nature que mon père, qui était ouvrier agricole, était un spinoziste qui n'a jamais lu Spinoza, que c'était un virgilien qui n'a jamais lu Virgile, simplement parce que les leçons de vie, lui, il les a prises dans la nature. Lire un ciel, lire une terre, lire une étoile, lire une lune, le halo autour de la lune qui lui permettait de savoir des choses, la qualité d'une pluie qui lui permettait de savoir à quoi ressemblerait la saison qui viendrait, comment les fleurs arrivaient, pourquoi elles arrivaient, comment les différences entre l'une montante, enfin croissante, décroissante, montante, descendante, pourquoi il fallait planter à ce moment-là, pourquoi il fallait pas planter à ce moment-là. Je pense que nous mettons entre le monde et nous des bibliothèques, des livres, du texte, du verbe. C'est-à-dire que l'épaisseur des livres, des bibliothèques, des commentaires, des gloses, des bavards est considérable. De sorte que les intellectuels se sont coupés du monde. Ce sont des gens qui sont très doués dans les bibliothèques, mais qui ne savent pas ce qu'est un chant, un ciel, ce que sont des chants d'oiseaux, ce que sont des... Voilà. Mon père ne m'a jamais dit que Michel-Ange existait, que Joyce était un romancier considérable, que Mozart était sublime et que Einstein était quelqu'un de considérable ou que Freud avait révolutionné notre humanité. Les leçons qu'il me donnait étaient des leçons modestes. Et c'était plutôt par l'exemple et pas par le verbe. Il n'était pas question de donner des leçons à son enfant ou à son fils en disant « Mon fils, je vais te transmettre ce type d'informations ». Mon père vivait et il fournissait un exemple, aussi bien à mon frère qu'à moi. Je me rappelle de très peu de leçons. Hein. Une leçon qui a consisté pour mon père à sortir de la maison. Mon père est né dans une maison, il est mort à 20 mètres de cette maison, dans mes bras. Et je me souviens d'une leçon, on est sorti et il m'a indiqué le ciel et il m'a expliqué le ciel. L'étoile polaire, première couchée, non, première levée, dernière couchée, toujours scintillante, toujours au même endroit, point fixe. Le cosmos est problématique parce que ça bouge, ça change, etc. Mais il y a des points de repère pour l'étoile polaire. Et cette idée d'être le premier levé, le dernier couché, d'être toujours aussi scintillant et lumineux, de supposer qu'il y a un axe au monde et que l'ensemble pouvait se construire là-dessus, ça a été une leçon de mon père. Moi, j'essaie d'écrire mes livres comme il faisait son jardin. C'est-à-dire qu'il y avait des jardins ouvriers. Mon père avait un jardin ouvrier parmi les autres jardins ouvriers. C'était le plus beau. Pas seulement parce que c'est le jardin de mon papa. C'était objectivement le plus beau, parce que les autres, ils allaient de Traviole, parce que les trucs étaient de guingois, parce que les fleurs étaient chétives, il y avait des buissons, il y avait des choses magnifiques, et puis c'était propre, c'était droit, etc. Chez mes parents, il y avait une vision des choses qui était très simple. Il y avait l'intellectuel et le manuel. Le manuel travaillait, l'intellectuel ne travaillait pas. Le manuel, il avait un métier dans les mains, selon l'expression consacrée. Donc, quoi qu'il arrive, il pouvait toujours gagner sa vie. Et puis, c'était un travailleur. Il se levait tôt, il se couchait tard. Et puis, il mouillait son maillot de corps. Et il était digne de considération. Il avait un savoir-faire. Ce qui est vrai, hein.
tout ça est vrai. Mais en face, il y avait l'intellectuel qui était alors là pour le coup une espèce de, pour le coup, d'extraterrestre. Qu'est-ce que c'est qu'un intellectuel? À quoi ça sert? Ça sert à rien. Il n'a jamais été question chez mes parents d'un écrivain, d'un philosophe, d'un musicien, d'un cinéaste, d'un historien, d'un... Ça n'existait pas. Et donc l'intellectuel, il était lunaire. Il était obligatoirement incapable de se servir de ses mains. C'est-à-dire si on lui donne un marteau, un clou, il va se taper sur les doigts, ça c'est clair. Et j'avais un petit frère, j'ai toujours un petit frère, mais j'avais un petit frère qui donc, bon, par définition plus jeune que moi, lui était manuel. Donc il pouvait conduire les tracteurs, conduire une voiture, bricoler, etc. Et pour mon père, bon, ça c'était bien. Et par exemple, dans le petit champ, là, les 80 arts, qui était le petit champ de mon père, c'est dans la plaine qu'on dit d'Argentan, donc il y a un arbre sur je ne sais pas combien d'hectares, mais mon frère pouvait conduire le tracteur ou la voiture, et puis voilà, j'ai un petit frère qui conduisait la voiture, etc. Moi, il n'était pas question. C'est sûr que l'intellectuel, s'il prend la voiture et qu'il y a un arbre à 3 kilomètres, il va évidemment mettre la voiture dans l'arbre ou ce genre de choses. Donc il y avait cette idée que mon frère était un manuel, que j'étais un intellectuel, et que l'intellectuel, c'est une espèce de malédiction, et qu'on ne sait pas ce qu'on va faire d'un intellectuel dans sa vie, quoi. La part de mon père est une part solide, la part du rock, c'est la part du menhir, une espèce de minéralité existentielle, comme ça c'est mon père. Il y a chez ma mère quelque chose de totalement différent, totalement opposé. Ma mère, elle est viscérale, explosive, passionnée, sanguine, nerveuse, pour le meilleur et pour le pire. Mon père n'aurait jamais été rebelle. Mon père a toujours obéi. Il était toujours... Sa rectitude était réelle, mais en même temps, elle était mentale aussi. C'est-à-dire que il faisait ce qu'il avait à faire, il laissait faire, il laissait dire. S'il y avait une injustice, il y avait une injustice. Et je lui disais, mais enfin... Quand j'étais petit garçon, je lui disais, mais enfin, on n'a rien à manger, tu te fais exploiter, c'est insupportable. Pas petit garçon, plutôt adolescent. Et qu'il me disait, il y a pire que nous. Je dis, ouais, mais tu sais, papa, il y a pire que nous, il y a les morts au cimetière. Et donc, il me dit, ah oui. Et ma mère, c'était l'inverse. C'était, faut revendiquer, faut pas admettre, faut se rebeller, faut dire non, c'est inacceptable. Les fumiers de patron. Ça l'empêchait pas, elle n'était pas de gauche, ma mère, pour autant, mais il y avait une espèce de rébellion, Mon père se soumettait à l'injustice parce que ça faisait partie de l'ordre du monde, quoi. Et ma mère n'acceptait pas l'injustice parce que justement ça faisait partie de l'ordre du monde. Donc ça fait un couple étrange, ça fait un enfant étrange. Parce que je pense que je suis porteur des deux excès. L'espèce de sérénité de mon père à l'endroit du cosmos et de la vie et du monde, etc. Et puis une espèce de colère de ma mère, quoi, que j'ai gardée. Dans le genre non. La vie de ma mère n'était pas simple à l'époque. Ma mère était aussi de l'assistance publique. Elle a été frappée, elle a été battue. Sa vie était douloureuse. Elle l'est encore, mais enfin, elle avait une vie douloureuse dans les âges où le sang est vif et où effectivement, elle me jette. Elle m'envoie en pension parce que je vois des choses dans sa vie que je devrais pas voir, parce que je suis un petit gamin qui pose des questions, qui voit des choses pas claires sur sa vie, Et donc, je me retrouve dans cet endroit, et ça s'appelle un orphelinat. C'est-à-dire, c'est un endroit où on met les enfants qui n'ont pas de parents. Et moi, ce sont mes parents qui me mettent dans un endroit où on met les enfants qui n'ont pas de parents. Il y a une espèce de paradoxe. J'avais un numéro de lingerie, mais je ne le savais pas, mais un numéro de lingerie qui était 490. Et quand on m'a donné ce numéro, j'ai cru qu'on m'appellerait plus jamais par mon nom. Et que je ne serais jamais Michel Onfray. Là, j'étais dans un enfer. Quelques prêtres pédophiles, pas tous, d'autres qui étaient très violents, d'une ultra-violence, passage à tabac, etc. Enfin bon, on s'est retrouvés à 2h du matin, en pyjama, dehors,
en randonnion, en plein hiver, il y avait de la neige, parce que quelqu'un avait parlé à minuit et demi, et que les lumières avaient été éteintes, et qu'il fallait se dénoncer, et que, bon, vexations diverses et multiples, des gens qui, ne mangeant pas leur soupe, se faisaient tabasser, tirer par les cheveux, tomber de leur chaise, coups de pied, coups de godillot, qui traversaient le réfectoire sous les coups de brodequin du curé, et on voyait des traces de sang laissées par le nez qui pissait le sang comme ça sur le sol, et puis une espèce de petite bête qui pleurait comme un animal qui sanglotait sous un lavabo, et 120 personnes dans le réfectoire qui étaient terrorisées, qui étaient dans un silence de mort. Et tout le monde avait peur. Enfin bon, on vivait ce genre de choses. Les douches qu'on prenait, la queue leu-leu les uns derrière les autres, avec nos petits slips et notre petite serviette, et le curé qui nous disait on rentre dans la douche, on rentrait dans la douche, on mettait de l'eau chaude. Et puis, quand je suis rentré dans ma première douche, j'ai vu un garçon qui avait fait ses besoins dans la douche. C'est-à-dire qu'il avait été tellement terrorisé qu'il a probablement pensé que même les besoins, on les faisait sur ordre. En disant, voilà, vous faites vos besoins. Et puis voilà, je suis tombé sur ce colombin. Ça a été une terreur totale du curé, etc. Et puis il nous disait, on rentre sous la douche, on sort de la douche, on se savonne, on rentre sur la douche. Et puis voilà, et puis maintenant on sort. Et si on voulait rester 10 secondes de plus, par jouissance de la propreté, eh bien à ce moment-là, on se faisait brûler, parce que le curé mettait l'eau bouillante à fond. Et à ce moment-là, évidemment, il y avait 2 minutes d'eau bouillante, il y avait une espèce de vapeur qui rentrait dans la totalité de cette pièce, gluante, sale, puante, etc. Et là, on se dit, injustice, injustice, injustice. Cette espèce de terreur au quotidien, elle a été beaucoup plus constitutive que la question de Dieu, de l'athéisme, de la foi ou de la religion. C'est l'injustice que j'ai, non pas découverte, mais dont j'ai découvert l'étendue. Ma mère a fait des choses qu'elle prétend n'avoir jamais faites. C'est le principe du déni. Une mère ne peut pas dire « j'ai frappé mon enfant et je l'ai mis dans un orphelinat ». C'est pas possible. Donc elle va dire que, un, elle ne l'a pas fait, que deux, celui qui dit que ces choses-là auront été faites est un menteur, fût-ce son fils. J'ai écrit ça, et alors là, mes parents sont tombés des nues. Et mon père, qui était du genre discret, s'est fâché, en me disant que j'avais inventé tout ça. Il se demandait pourquoi j'avais dit des choses pareilles, pourquoi j'avais inventé des choses comme ça, quoi. Et alors là, évidemment, ça a été très difficile, parce que ma mère était dans le déni, ça me paraissait normal, et mon père épousait le déni de ma mère. Et mon frère épousait le déni de tout le monde en disant « moi, je ne veux pas en entendre parler de ces trucs-là, c'est votre affaire ». Et d'un seul coup, j'étais tout seul à tenir une version, alors qu'en face de moi, il y avait 2 personnes qui disaient « cette version est fausse », mon père et ma mère, et mon frère disant « cette version, je ne veux pas en entendre parler, c'est pas mon truc ». Et d'un seul coup, je découvre que je suis tout seul à dire ça en disant « ben voilà, si ça se trouve, effectivement, ça peut être de la fiction, après tout. Je pourrais mentir, et puis je pourrais m'inventer une espèce de passé à la Zola, alors que j'aurais été, version de ma mère, aimé, cajolé, chéri, soutenu, défendu, etc. » Mais ma mère ne savait pas ce qu'elle faisait. Ça me paraît évident que... C'est pourquoi je pense que quand Socrate dit « nul n'est méchant volontairement », il a raison. Et que c'est plus tard, quand on lit Freud, ou de la psychologie, ou qu'on tombe sur des phrases de Spinoza disant « les hommes se croient libres parce qu'ils ignorent les causes qui les déterminent », qu'on se dit « bon sang, c'est vrai ». Moi, je n'ai pas haï ma mère, simplement, j'ai pas compris. Je me suis dit, mais pourquoi elle dit ça? Pourquoi elle pense ça? Pourquoi elle m'aime pas? On est plutôt dans une logique de la mécompréhension ou de l'incompréhension. Donc c'est par la suite, parce que bon, il y a eu ça, puis il y a eu plein de choses, par la suite qu'on se dit, il y a des gens toxiques, ce qu'Eric Fromm appelle des thanatophiles, c'est-à-dire des gens habités par la pulsion de mort, et qui sont des délinquants relationnels dont il faut se préserver. C'est-à-dire des gens, dès qu'ils touchent quelque chose, c'est la pulsion de mort, et voilà. Alors évidemment, quand on est en permanence avec des gens comme ça, il faut prendre ces gens à son cou. Donc je me suis fâché un certain temps. C'est pas tant que je me suis fâché, mais je suis parti. À 17 ans, je suis parti. J'ai quitté la maison. Et depuis l'âge de 17 ans, mes parents ne m'ont pas donné un centime. Je me suis payé mes études, je me suis payé mon permis de conduire, mes vêtements, mes voyages, mes livres, tout. J'ai démarré, j'ai travaillé très tôt, j'ai gagné ma vie très tôt. Et moi, je voulais être émancipé à 14-15 ans, mais ma mère voulait pas. Et donc, à 17 ans, je suis parti. Je suis parti à l'université en claquant la porte.
Je peux comprendre qu'effectivement, il n'ait pas fait ça pour me faire du mal. Ceci dit, quand je rentrais et que je disais il y a des curés pédophiles et que on me disait mais non, tu inventes, c'est n'importe quoi, un prêtre fait pas ces choses-là, ou voilà. Et puis un jour, je dis à ma mère, et mon frère, pourquoi il n'est pas allé en pension? Il me dit, mais parce que tu nous as dit qu'il y avait des prêtres pédophiles. Je dis, mais tu te rends compte ce que tu es en train de me dire? Ça veut dire, mon frère n'y va pas parce que tu le préserves des prêtres pédophiles, mais moi je peux y aller, alors que tu sais qu'il y a des prêtres pédophiles, bien que tu me dises que c'était pas vrai qu'il y avait des prêtres pédophiles. Alors, ou c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais si c'est vrai, pourquoi j'y suis? Et à ce moment-là, si mon frère n'y va pas, c'est que tu considères que j'ai raison. Et alors si j'ai raison, pourquoi est-ce que vous m'y avez laissé, quoi? Et là, c'était trop de logique. C'était trop de cohérence d'un seul coup, donc c'est devenu de la violence de la part de ma mère qui... Puis bon, voilà, les mécanismes du déni... Elle est venue cette année à quelques-uns de mes cours sur Freud, donc elle a écouté des choses, et notamment il y a eu un cours sur le déni, sur la dénégation, sur la reconstruction des souvenirs ou ce genre de choses. Elle m'a dit un jour, elle me dit, mais j'apprends des choses. J'ai été dans l'incompréhension pendant des années. J'ai été dans la compréhension un peu plus tard. Je suis dans la mémoire toujours, je me souviens de tout ça. Mais en vouloir, non. Non, je crois pas. Il y a un moment où on fait la paix avec soi, où on fait la paix avec ses parents, et je pense qu'être adulte, c'est pouvoir pardonner à ses parents des choses qu'ils n'auraient probablement pas dû faire, mais qui ont été faites parce que, voilà, quoi, on fait pas bien quand on fait au quotidien. Et donc, bon, je pense qu'elle a compris qu'effectivement, quand on avait fait des choses qui n'étaient pas à notre honneur, la plupart du temps, on reconstruisait cette aventure, que ça s'appelait du déni ou de la dénégation, et que, en fait, elle avait été probablement, à son corps défendant, victime de ça elle aussi, et puis voilà, donc on a avancé probablement de part et d'autre. J'ai été patient, et elle a fait un travail d'introspection. On se retrouve aujourd'hui sur des positions qui font que la vie peut être à nouveau envisageable dans la sérénité. Il y a quelque chose d'assez constitutif de mon être, c'est l'âge de mon père quand je suis arrivé au monde. C'est-à-dire j'avais un vieux papa qui m'a eu quand j'avais 37 ans. C'est joli lapsus. Qui m'a eu quand il avait 37 ans. Et qui s'est retrouvé être pour moi l'équivalent, le regard des autres, c'était l'équivalent d'un grand-père. C'est-à-dire que quand il m'a amené en pension, on me dit, c'est ton grand-père qui t'a amené? Et alors, soit on dit oui et on est un salaud, on a trahi son père, soit on dit non, et à ce moment-là, on est un fils de vieux. Et non pas que mon père ait été un vieux monsieur, mais je veux dire, 37 ans, c'est pas 20 ans. Et puis mon père m'a amené avec un velours côtelé qu'il avait, des bottes, un vieux vêtement, dans une deux chevaux. Et donc on voyait effectivement que mon père tranchait sur les parents d'élèves à cette époque-là, quand j'avais 10 ans, ça c'était la première année en pension. Et j'ai eu très tôt peur de perdre mon père. Je me suis dit, il est vieux, donc il va mourir. Et ça a été mon angoisse pendant toute ma vie, pendant toute sa vie. Et donc, je me suis dit, mais il va mourir, c'est vieux. Alors donc 37 ans, quand j'ai 10 ans, il en a 47, donc il a la cinquantaine quand je suis en pension. Et là, je me dis, mais 50 ans, c'est vieux. C'est vieux. Et les autres, ils ont des parents qui ont 30 ans, quoi. Et donc, ils me paraissent plus jeunes, plus en forme. Donc, j'avais cette angoisse. Et la mort a été vraiment pour moi quelque chose de tétanisant. Et je pense que si la philosophie m'a à ce point séduit, si Lucrèce m'a à ce point séduit aussi, beaucoup plus d'une certaine manière, parce que c'était d'une manière existentielle, beaucoup plus que Nietzsche, Marx et Freud, qui sont pas des penseurs de la mort, alors que Lucrèce est un penseur de la mort, c'est justement parce qu'il m'a fallu apprivoiser la mort. Mais j'ai découvert des recettes chez les philosophes de l'Antiquité. Quand Épicure nous dit « mais la mort ne nous concerne pas, où tu es là, elle n'y est pas, où elle est là et tu n'y es plus ». Et donc c'est une représentation, la mort. C'est l'idée que tu t'en fais. Donc tu as du pouvoir sur cette idée-là. Lucrèce n'est pas athée, mais enfin Lucrèce dit « il y a des dieux,
Les dieux sont matériels, ils sont dans des intermondes. Entre les mondes, il y a des mondes multiples, et là, ils sont une espèce de matière très subtile entre les mondes. Ils se foutent de vous, ils n'en ont rien à faire, les dieux, que vous soyez ceci, cela, que vous soyez gentil ou pas gentil. Ça ne sert à rien, c'est une espèce de modèle vers lequel il faut tendre. Ils connaissent l'ataraxie, c'est-à-dire l'absence totale de douleur, la béatitude, le pur plaisir d'exister. Tâchez de ressembler aux dieux. Ça sert à ça, les dieux, dit Lucrèce. Ouais, des dieux comme ça me va. C'est pas un dieu qui me dit il faut pas te tripoter le zizi, c'est pas un dieu qui dit il faut pas convoiter la copine de ton voisin, c'est pas un dieu qui dit dès que tu as eu le désir de voler une pomme à l'étalage, tu es damné, il va falloir que tu fasses ce qu'il faut pour laver cette chose effrayante, etc. Non, c'était plutôt même des dieux sympathiques, les dieux de Lucrèce. Et Lucrèce nous dit il n'y a que de la matière. Il n'y a pas 36 mondes, il n'y en a qu'un. Nietzsche dit le matérialiste, c'est celui qui dit contente-toi du monde donné. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pas d'arrière-monde, pas d'autre monde, pas de jugement de valeur. Mais Dieu n'existe pas, ça me paraît évident. Dieu n'existe pas. Ce qui existe, c'est la mort. Et ce qui existe, c'est la peur qu'ont les hommes de la mort. Et c'est de dire, mais je vais mourir, je veux pas mourir. Et quand je suis mort, je suis pas mort. Ou quand les gens que j'aime sont morts, ils ne sont pas morts. Bien vu, moi j'ai perdu mon père il y a 7 mois. On voit bien comment la pensée magique essaie de s'emparer de nous. Du genre, il n'est pas là, mais il est encore là. Il n'est plus là, mais il nous voit. Il sait ce que, voilà, il sait ce qu'on fait. Bah, si c'est ce qu'il nous dit, il est là quand même. Non, oui. Le recycler, il est ailleurs. Ah mais c'est pas compliqué. Mon père, il est à 300 mètres à vol d'oiseau ici. Le cimetière est là. Donc je le sais où il est. Et je le sais que sa matière se décompose au sens étymologique. Et que cette décomposition, de toute façon, elle entrera dans une perspective de déflagration quand la planète disparaîtra, elle, totalement, parce que je fais un peu de l'astrophysique et en amateur, je dirais que ça ne m'étonne pas. C'est ma façon à moi de vivre mon deuil. Je veux dire, tout ça explosera. Tout ça, la Terre est une espèce de goutte d'eau qui s'évaporera. Et il y a un jour où cette planète n'existera plus, où tout ce qui a fait les délires de chacun, vouloir être chef de l'État, vouloir être le plus grand peintre, le plus grand philosophe, de vouloir être celui qui vend le plus de livres, tout ça sera devenu rien du tout, parce que ça explosera totalement dans l'univers, et où nous sommes poussière d'étoiles, tous, les uns les autres, vous, moi, etc., ce chant, tout ça, c'est l'explosion d'une étoile qui s'effondre sur elle-même et qui va générer le cosmos dans lequel nous sommes. Et cette explosion d'étoiles, elle va générer de toute façon la disparition de cette étoile dans un cosmos où de toute façon tout ça n'existera plus un jour. Donc je sais très bien que ce cimetière sera pulvérisé, que cette terre sera pulvérisée, que nos corps seront pulvérisés, que tout sera pulvérisé, la Joconde, le Vatican, tout ce qu'on voudra, et que il n'y aura plus qu'une espèce de poussière nouvelle dans le cosmos, et voilà. Et ça, c'est être spinoziste. La vie de chacun, elle reproduit la vie dans la nature comme elle est. C'est-à-dire que la croissance d'une plante, la décroissance, la disparition, la fleur qui fane, etc., la fleur, le fruit, et puis le fruit qui tombe, etc. Enfin, tout ça, ce sont des leçons existentielles, des leçons d'ontologie. Et quand on a compris ça, on ne se rebelle plus contre ça. Quelqu'un qui est virgilien aura compris qu'il va mourir, que le propre de la vie, c'est d'aller vers ça, c'est d'aller vers ce genre de choses. Donc il ne faut pas découvrir, il ne faut pas faire comme si on avait oublié qu'on allait mourir un jour, parce qu'effectivement, la pire des choses, c'est de découvrir qu'on doit mourir un jour, le jour où ça nous concerne. C'est effrayant. Où les gens qui ne pensent pas à la mort sont des gens qui sont dans l'angoisse de la mort, dans la peur ou dans la douleur de la mort. Quand on est dans une pensée du cosmos, on trouve un sens à l'usage de son temps, on trouve un sens à sa présence dans la nature, et là, pour le coup, les choses deviennent beaucoup plus simples. Nous allons disparaître. Ce que mon père a fait en mourant est une leçon qui me dit c'est pour toi aussi, bientôt, quel que soit le temps qui nous sépare. Mais voilà, c'est ce qui nous concerne tous les uns les autres. Donc voilà pourquoi il n'y a pas de Dieu. Voilà pourquoi il n'y a pas de Dieu monothéiste. Voilà pourquoi il n'y a que de la nature. Pourquoi il n'y a que du cosmos. Pourquoi il y a un mouvement du cosmos. Pourquoi la méconnaissance du mouvement du cosmos nous fait créer des illusions, des arrière-mondes dans lesquels nous continuerions de vivre, dans lesquels même morts nous continuerions d'être, etc. Ce sont des fictions, tout ça. La dernière fois, j'étais ici pour l'enterrement de mon père. La première fois, c'était là-bas,
les fonds baptismaux pour le baptême. Entre deux, il y a eu la communion privée, la communion solennelle. Et puis quand j'étais petit garçon, je venais sonner les cloches ici, avec une dame que j'appelais Ding Dong. J'étais enfant de chœur. Mon rapport à l'athéisme a été assez mal compris quand le traité d'athéologie apparu. On a dit, bon voilà, il a écrit un pamphlet. D'abord, c'est un pamphlet. Je dis, c'est pas un pamphlet. Si un jour je me mets à écrire un pamphlet, les gens verront la différence. Mais ça n'est pas un pamphlet. C'est une philosophie nietzschéenne. Je philosophe au marteau, pour le dire comme Nietzsche. Mais voilà, il y a des choses à casser, il y a des idoles à briser. Mais j'étais pas du tout dans le pamphlet. Puis après, ça a été évidemment les attaques ad hominem. Quand on n'a pas envie d'aller voir du côté de la théorie, de dire, bah tiens, finalement, Jésus n'a pas existé comme figure historique. Ah oui, comment ça s'est construit? Comment la fiction a-t-elle eu lieu? Qu'est-ce que cette forgerie d'une prétendue existence historique d'un personnage qui n'a pas eu lieu? Pourquoi est-ce que ça a marché aussi bien? Pourquoi ce type, s'il avait eu lieu et qui aurait eu les cheveux très noirs, bouclés, et puis le nez trébusqué et la peau extrêmement basanée, parce que c'est un sémite, pourquoi est-ce qu'il est blond aux yeux bleus sur les croix et les crucifix? Pourquoi est-ce que c'est une figure arienne? Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Donc il n'y a pas eu de débat sur le sujet, mais simplement des attaques personnelles. Je me suis aliéné toute la droite, une partie de la gauche, une partie des croyants, les agnostiques qui me disent vous pourriez au moins voir la modestie de l'agnosticisme, vous êtes quand même très sûr de vous. Je dis mais vous les agnostiques, vous êtes très sûr de vous aussi, vous êtes sûr de votre agnosticisme, ça vous gêne pas? Et des gens ont dit mais bon sang, c'est bien sûr, on ferait athée, la pension, les curés, c'est normal, ça vient d'ici. Ça c'est vraiment de la psychanalyse à 2 sous. Si tant est que ça ne soit pas un pléonasme, et de croire que parce que j'aurais été 4 années dans un orphelinat de prêtres salésiens, je serais devenu athée, parce que j'aurais été naturellement croyant avant. En gros, on est croyant, et puis on rencontre des prêtres à 10 ans, et puis à 14 ans, quand on sort de cet endroit-là, on devient athée. C'est un peu sot comme façon de penser, parce que moi, quand je suis rentré dans cet orphelinat, je ne croyais pas en Dieu. J'étais athée. Je ne savais pas que j'étais athée, mais j'étais athée. Je n'étais pas contre le fait qu'un enfant soit né entre un bœuf et un âne, et que son père se soit appelé Joseph et qu'il était charpentier. Moi, je suis né d'un père ouvrier agricole et d'une mère femme de ménage, alors pourquoi pas? Tout ça n'était pas extravagant. Crucifié, mort, pourquoi pas? Ressuscité le 3e jour, alors là, ça commençait à être problématique, quoi. Et qu'après, il était là sans être là tout en étant là, et qu'il voyait qu'il... Alors ça, j'y adhérais de très loin, quoi. J'y adhérais comme j'adhérais au Père Noël. Comme un Normand, quoi, en disant... La preuve du contraire n'a pas été faite, donc pourquoi pas, mais j'attends la preuve du contraire. Avec une espèce de scepticisme qui relevait, ce scepticisme, une espèce de bon sens. Mais ça n'a pas été problématique pour moi trop longtemps non plus. Je croyais pas en Dieu, d'autres croyaient en Dieu, voilà. C'est par la suite que j'ai compris combien l'imposture était planétaire, combien elle était généralisée, combien elle était problématique, combien ça avait généré un corps, une pensée, une âme, enfin que les dégâts avaient été extrêmement importants. Je ne suis pas anticlérical, contrairement à ce qu'on a dit. Je n'ai jamais été anticlérical. Je ne fais pas partie de ces gens qui considèrent que si un ami se marie, on vient au mariage, mais on reste sur le parvis de l'église et puis on n'entre surtout pas dans la maison du diable ou je sais pas quoi. Non, pas du tout. Je ne suis pas croyant, je ne crois pas en Dieu, je pense que Jésus est une fiction, etc. Mais je considère que chacun s'arrange comme il peut de sa vie avec sa raison, comme il peut, et puis voilà. Simplement, on a juste envie de dire, mais c'est pas parce que ça nous aide à vivre que c'est une bonne chose ou que c'est forcément vrai. Il y a des gens qui pensent effectivement il y a des gens qui ont pensé que sacrifier quelqu'un parce qu'il avait les cheveux roux, par exemple, chez les Aztèques, les Incas, ou etc., c'était l'occasion de s'attirer la bienveillance des dieux qui, parce qu'on arrachait le cœur des victimes et qu'on faisait couler le sang, etc., c'est pas parce que ça les aidait à vivre que c'est une bonne chose. Je pense que parfois il faut dire, mais dans le magasin des choses qui nous aident à vivre, il y a des choses qui valent qu'on s'en empare et d'autres qui méritent qu'on les laisse de côté. Moi, je milite pour la philosophie, je défends la philosophie en disant on n'a pas besoin de se créer des arrière-mondes, on n'a pas besoin de se priver de la vie de son vivant, on n'a pas besoin d'imaginer que mourir de son vivant, c'est la seule façon de vivre pour la vie éternelle. On n'a pas besoin de ça pour trouver un sens à son existence et que on peut laisser de côté la Bible, le Talmud, le Coran, l'épopée de Gilgamesh, enfin tous les textes religieux qu'on peut laisser de côté
Homère, Hésiode et toute la mythologie grecque. On peut laisser de côté aussi la mythologie romaine, Ovide et quelques autres. On peut laisser tout ça de côté en disant « pensez le monde, regardez le monde ». Moi, je cuisine tous les jours, donc les questions du genre c'est quoi votre spécialité ou qu'est-ce que c'est les questions qu'on pose à des gens qui font la cuisine le dimanche. Mais moi, c'est tous les jours, donc ça fait plus de 30 ans que je suis avec ma compagne. Elle n'a jamais fait cuire une seule omelette, et donc ça veut dire que l'intendance, c'est moi. Donc du petit déjeuner au dîner en passant par le déjeuner, du déjeuner du quotidien au déjeuner ou au dîner exceptionnel, c'est toujours moi. Donc je fais les courses. Au moment où je vais sur le marché, il y a des choses qui me plaisent, il y a des choses qui me plaisent moins, il y a des couleurs qui me plaisent. Et parfois je fais en fonction des couleurs. Parfois en fonction d'une bouteille. J'ai envie de cuisiner à partir d'un vin, et à ce moment-là, je cherche sur le marché ce qui va pouvoir faire l'affaire avec ce vin-là. Donc, où il y a des poivrons, j'ai envie de cuisiner du rouge. Donc voilà, je prends des poivrons, je me dis, mais si j'ai du rouge, je vais prendre un poisson blanc. Si j'ai un poisson blanc, je vais à ce moment-là voir ce qu'il y a sur le marché. Ou alors, si c'est pas le poisson qui est blanc, à ce moment-là, si c'est un saumon, eh ben, je vais avoir quelque chose d'autre, peut-être plutôt du riz pour avoir du blanc, justement, dans le légume. Enfin, voilà. Mes parents étaient dans une logique très classique, c'est-à-dire il y a les travaux de femmes, il y a les travaux d'hommes, et moi pas. Je suis vraiment féministe. Et je pense que les femmes sont vraiment nos égales. Dès lors, c'est pourquoi je suis farouchement athée. Je dis souvent que je suis islamophobe ou antisémite, enfin bon, toutes les insultes possibles et imaginables dès qu'on est athée, quoi. Et je dis non, je dis simplement que je ne peux pas accepter les idéologies qui font des femmes des inférieurs, enfin des femmes, des sous-hommes, quoi, d'une certaine manière, un peu dans la logique de Freud. Les femmes, il leur manque, pour être vraiment considérables au sens étymologique, pour être considérées, il leur manque d'être un homme, quoi. Il leur manque le phallus, le pénis, etc. Non, c'est un délire total. Il y a une spécificité féminine, mais la spécificité féminine, c'est sûrement pas la cuisine, la vaisselle, le ménage, ce genre de choses. C'est honteux de le laisser croire. On considère que les hommes, c'est fait pour faire des choses durables, des peintures, des livres, des cathédrales, des conquêtes. Il faut s'inscrire dans l'histoire, écrire l'histoire, faire l'histoire, et puis les femmes, elles ne feraient que les choses qu'il faudrait refaire sans cesse. On fait à manger, puis il faut refaire à manger pour le repas suivant. On fait le ménage, mais il faut refaire le ménage dès que les enfants ont traversé comme des trombes. Voilà. On fait des enfants, et puis les enfants, ils s'en vont un jour parce qu'ils mènent leur vie, et puis voilà. Donc les femmes sont vouées à la répétition, et les hommes à la durée, à l'éternité. Moi, je crois pas du tout à ça. Et je crois qu'il faut faire des choses là où on est bon, quoi. Si on est bon dans le bricolage, bricolons. Si on est bon dans la cuisine, cuisinons. Si on est bon dans le potager, potageons. J'ai longtemps raté des mayonnaises jusqu'à ce que mon vieux libraire, M. Hervieux, qui est décédé, j'ai acheté beaucoup de livres là-bas quand j'étais jeune homme, jeune adolescent, me dit, mais moi j'ai été cuisinier avant d'être libraire. Et il me dit, c'est pas compliqué, jaune d'œuf, parce que je lui dis, mais il faut que le jaune d'œuf soit à température, il faut qu'on tourne dans ce sens-là, il faut que... n'importe quoi. Il me dit, vous sortez l'œuf du frigidaire, vous cassez, vous mettez le jaune, vous mettez un peu de moutarde dedans, vous tournez doucement, vous laissez, vous faites 2 ou 3 petits trucs à côté, vous repartez, et théoriquement, chut, ça part tout seul. Et il me dit, j'en ai fait des litres. Et comme ça. Un gros groupe industriel m'a proposé d'animer un séminaire sur le goût un week-end, et m'a proposé très exactement l'équivalent de mon salaire annuel pour faire ça. J'étais mon salaire en mi-temps. J'étais dans un mi-temps.
Et là, j'ai dit non. J'ai eu un moment d'arrêt et on m'a dit par téléphone, ça peut être plus. Je dis non, c'était déjà trop. Et là, je me suis dit, alors j'arrête, quoi. Si vraiment je suis considéré comme... si on veut me payer aussi cher pour aller faire le pitre philosophique dans des endroits où on n'a que faire du goût, simplement parce qu'on veut avoir une espèce de prétexte intellectuel, un philosophe qui va citer Spinoza, etc. Enfin bon, ça se porte beaucoup ces temps-ci, cette façon de prostituer la philosophie pour de l'argent et de laisser croire à des bourgeois ou à des banquiers ou à des je sais pas quoi, qui sont soucieux de culture sous prétexte d'une enveloppe laissée au philosophe qui lui va faire son speech, quoi. Là j'ai dit non, j'ai dit j'arrête. J'ai pas envie de faire de voyager en première classe pour aller faire des dégustations de grands crus classés à Sydney, de prendre 40 kilos, de me faire offrir des caisses de bouteilles par des gens très intéressés par mon avis, par mon jugement, de devenir inspecteur d'un guide particulier. J'ai pas eu envie de ça. Mais c'était très bien les journalistes qui ont souvent 2 neurones, c'est-à-dire il faut un philosophe, une spécialité, on ferait le vin, la cuisine, la gastronomie, c'est très bien pour les journalistes. Donc je pouvais commenter les œufs de Pâques, je pouvais commenter le foie gras de Noël, je pouvais commenter l'arrivée des coquilles Saint-Jacques, je pouvais commenter le poulet bio ou je ne sais quoi. Et puis c'était bien aussi pour les philosophes qui se disaient c'est très bien, ça c'est un semi-philosophe, il n'est pas sur nos terres, on n'a pas de champs à partager dans cette aventure, qu'il s'occupe du pinard, des restos, il commente les cigares, les Havanes, il nous fait une dégustation des derniers modules cubains, il nous fait un commentaire de la cuisine moléculaire aujourd'hui pour nous expliquer quelle est une variation sur le thème de l'éther ou je ne sais quoi. Parfait, très bien, il s'occupe de ce que Nietzsche mangeait, très bien, qu'on le laisse sur ce créneau-là, il n'est pas gênant. Mais c'était pour moi une façon d'entrer en philosophie par effraction en disant mais on peut être superficiel par profondeur, pour utiliser l'expression de Nietzsche, c'est-à-dire dire mais c'est pas parce que je parle de l'alimentation de Nietzsche que je ne fais que restituer un menu nietzschéen. Je dis mais voilà, le corps de Nietzsche mange comme ça, il pense comme ça, et c'est toujours un corps qui pense, donc ça n'est pas étonnant qu'on mange comme on est. Et le fameux aphorisme de Brillat-Savarin, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es, c'est évident. Et puis Feuerbach qui nous dit que l'homme est ce qu'il mange. Et puis ce qui veut dire effectivement qu'à la Bourdieu, que si on mange ceci plutôt que cela, c'est-à-dire de la tête de veau plutôt que des sushis, eh bien on dit un peu son origine sociologique. C'est vrai que mon père, ouvrier agricole, les sushis, c'était pas pensable. Et qu'il y avait des plats en sauce, que quand il y avait de la morue, quand il y avait du poisson, c'était morue à la crème avec des pommes de terre et des œufs durs, parce qu'il fallait que ce soit consistant, il fallait que ça tienne au corps, selon l'expression consacrée. Donc je disais, philosophons sur le terrain du sensualisme, du matérialisme, de l'athéisme, de l'hédonisme, enfin de tous les terrains habituellement négligés par les philosophes, démarrons sur le corps et de ce qu'il y a de plus intéressant dans la logique du corps, c'est-à-dire les repas. Tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui ont fait un petit déjeuner, un dîner, peut-être à 4 heures, et puis ça a été plus ou moins festif, donc il y a plein d'occasions de se faire plaisir, et de faire plaisir aussi. Donc je disais, il n'y a pas, et ça c'était très nietzschéen comme option, il n'y a pas des objets philosophiques et des objets qui ne le seraient pas, mais il n'y a que des traitements philosophiques de tous les objets possibles. Les philosophes disent le temps, la vérité, l'éternité, l'histoire, la raison, la conscience, la liberté, tout ça, ça c'est de la philosophie. Quoi qu'on dise. On peut dire des bêtises sur la conscience, c'est plus intéressant pour la philosophie dominante que de dire des choses intelligentes sur le football, sur la cuisine, sur la gastronomie, sur la mode, sur je ne sais quoi. Non, je crois qu'il n'y a pas de sujet a priori philosophique, mais que tous les sujets peuvent être philosophiquement traités, dont la cuisine. Et c'est assez étonnant qu'on n'ait jamais considéré philosophiquement la cuisine. L'hédonisme, c'était immanquablement l'égoïsme, l'individualisme, au sens célébration de l'ego, plutôt que célébration de l'individu, et puis des commentaires du genre, oui, de toute façon, vous, pourvu que vous ayez votre tranche de foie gras et votre verre de sauterne, vous n'en avez rien à faire de la marche du monde. Ou de la misère du monde, parce qu'il y a toujours aussi cette logique du... on ne devrait pas prendre du plaisir à boire un verre, puisqu'il y a des gens de bon vin, puisqu'il y a des gens qui meurent de soif. On ne devrait pas avoir de plaisir
à cuisiner, puisqu'il y a des gens qui meurent de faim. Donc toute cette culpabilité qui fait que comme de toute façon il y aura toujours des gens qui meurent de soif et des gens qui meurent de faim, il faudrait pas manger soi-même et pas boire soi-même non plus. Donc il y a quelque chose d'obscène, à l'évidence, de se retrouver devant des bouteilles qui coûtent un mois de salaire d'ouvrier. Ça c'est... Donc ça m'a été rendu possible, donc voilà. Je culpabilise pas parce que je me dis, moi je veux bien, si on me dit qu'en ne buvant pas ça, ailleurs, j'augmenterai la richesse d'un pauvre, je le fais tout de suite. Simplement, je milite politiquement pour que les répartitions soient mieux faites et que voilà. Mais en même temps, je dis aussi aujourd'hui que l'éducation au vin fait qu'on peut aussi laisser les grands crus classés comme les Picasso ou les Matisse aux gens qui ont l'argent pour ça et continuer à aimer l'art et le vin en disant mais vous avez dans le Jura, dans le Languedoc, dans les Pays de Loire des très grands bons vins pas chers et c'est ceux-là qu'il faut aller voir. Parce que c'est vrai que c'est bien de boire Pétrus, Yquem, Lafite, Latour dans sa vie, mais et alors? Je dirais, et alors? Quand Marc Aurèle dit il faut toujours te dire qu'un très grand cru, Falerne par exemple, les grands crus du temps de Marc Aurèle, c'est quoi? C'est du jus de raisin. Des poissons extrêmement précieux, il dit quoi? C'est du cadavre qui est dans ton assiette. Quand il dit la sexualité, c'est quoi? On secoue un petit organe avec un peu de morve qui sort, etc. C'est ça l'amour. Donc on peut faire des exercices comme ça de ce qu'en philosophie on appelle la psychagogie, c'est-à-dire démonter les choses en disant ça n'est que ça. Pour pouvoir dire les très grands vins sont sublimes. Maintenant, en dehors des très grands vins sublimes, il y a des très grands petits vins sublimes qui ne sont pas coûteux et qu'il faut aller voir. Des producteurs qui font des choses qu'on appelle aujourd'hui des vins d'auteur. Donc là, pour le coup, des têtes de cochon qui disent peut-être que le Sancerre, c'est ça, avec tel type d'assemblage, tel type de cépage, tel type d'ensoleillement qui vous permettra d'avoir le droit de vous dire Sancerre, Menthousalon ou je ne sais quoi. Mais moi, je le fais comme ça. Il y a la typicité de mon terroir, il y a l'ensoleillement, cette parcelle-là qui se comporte comme ça, cette autre parcelle qui ne se comporte pas comme ça. Mais moi, je fais mon assemblage et c'est probablement pas dans ce que le syndicat viticole permet, mais goûtez-moi ce vin et s'il vous dit quelque chose, alors aimez-le. Je pense que l'hédonisme doit être partagé, parce que je pense que le plaisir, c'est pas le plaisir d'un seul, c'est le plaisir de tout le monde, sinon à quoi bon? Et là, j'ai commencé à développer une autre philosophie, enfin un autre secteur, en disant la variation politique de l'hédonisme, c'est l'anarchisme. C'est-à-dire là où on fait l'éloge de l'hédonisme sur le terrain éthique ou esthétique, en passant éventuellement par la gastronomie, eh bien, il faut aussi ajouter la politique en disant il y a une politique hédoniste. Et quand, au XVIIIe siècle, Helvétius dit qu'il veut le plus grand bonheur du plus grand nombre possible, ben moi, ça me semble être un programme extraordinaire. Et ça, c'est la gauche qui réalise ce projet-là. La droite, c'est le bonheur de quelques-uns qui ont mérité leur bonheur, puisqu'après tout, ils ont su entreprendre, ils ont eu le courage, etc., etc. Enfin, on connaît le discours, où ils ont été désignés par Dieu, où il y a une main invisible, c'est le marché qui fait la loi, et cette main invisible, comme par hasard, elle désigne plus volontiers tel ou tel. Et puis elle donne toujours plus ou moins les mêmes. C'est plus ou moins, c'est toujours les mêmes. Et moi, je dis non, c'est pas ça. La gauche, c'est de dire, mais ce vin que j'ai plaisir à boire, cette cuisine que j'ai plaisir à manger, je voudrais la partager avec vous. Je voudrais que vous aussi, vous puissiez y accéder. Et je fais des choses. Je crois à la justice. Je crois à la vérité. Je crois au partage. Je crois à la fraternité. Je crois à la fidélité. Je crois à la solidarité. Enfin, je crois à ces vertus-là. Je les essaie avec autrui, et des fois ça marche pas. Et des fois on remplit des tonneaux percés, et des fois on reçoit du mal pour le bien qu'on aura donné, et puis des fois on se dit j'ai donné une fois, 2 fois, 10 fois, et j'ai rien reçu. Et j'ai partagé, on n'a pas partagé avec moi, j'ai donné du temps et de l'énergie, et on m'a pas donné ça, Et puis on a envie de se dire, mais je suis pas un comptable, je vais pas non plus faire une espèce de colonne recette-dépenses, en disant vous avez vu tout ce que j'ai dépensé, et vous avez vu tout ce que j'ai reçu, et c'est pas grand-chose, et comme finalement l'équilibre n'est pas là, et qu'il y a un maximum de dépenses, ou un excès de dépenses, et un minimum de... J'arrête. On se dit non, je vais pas penser comme un banquier, je vais pas penser comme un investisseur, je vais pas penser comme un comptable. Donc on dit je donne, parce que de toute façon j'ai pas le choix. J'ai créé l'Université populaire en 2002, en octobre 2002.
Parce que cette année-là, Le Pen était arrivé au second tour des présidentielles par la grâce du suffrage universel. Je n'ai jamais été de ceux qui ont pensé que les électeurs de Le Pen étaient des fascistes, des nazis, des révisionnistes, des négationnistes, etc. Il y a une partie des militants de Le Pen dont c'est le cas, mais il y a une partie aussi de gens exaspérés, oubliés par la politique politicienne, négligés par le libéralisme de droite et de gauche, déçus du marché faisant la loi et des gens qui se sont retrouvés un peu perdus, paumés. Donc, déception avec Jospin également, mais donc Le Pen se retrouve au second tour et les intellectuels parisiens retrouvent mon numéro de téléphone, mon adresse et me sollicitent pour pétitionner. Il fallait appeler à voter Chirac, et alors la droite appelait à voter Chirac, la gauche appelait à voter Chirac, les évêques appelaient à voter Chirac, l'Union rationaliste appelait à voter Chirac, les syndicalistes de gauche, le MEDEF, enfin tout le monde appelait à voter Chirac, sauf Bruno Maigret, c'était à peu près le seul qui disait « Moi, je vais apporter mon demi-point à Jean-Marie Le Pen », et tout le monde était là en train de dire « Il faut voter pour Jacques Chirac, c'est la République qui est en jeu, il faut sauver la République, etc. » Quand on connaît le fonctionnement du suffrage universel, de l'élection à 2 tours, etc., on savait très bien que Chirac serait élu. C'était une élection à 1 tour. Le 2e tour a été l'occasion de préciser le chiffre. Il n'était pas question pour moi de contribuer au chiffre, que tout le monde a oublié d'ailleurs, en allant voter pour un homme de droite. Et donc, les pétitions, tout ça, c'est fort sympathique. Ajouter son nom entre celui de, je sais pas quoi, d'Alain Badiou et de Bernard-Henri Lévy pour faire une cause commune sur ce sujet-là, non merci. Et je me suis dit, mais tout le monde parle et tout le monde ignore, ce qui fait que les gens ont porté Le Pen au 2e tour. Il y avait une misère, une souffrance, une espèce de peine, un antilibéralisme un peu viscéral. Les gens étaient fatigués du marché qui fait la loi, à l'école, dans les usines, dans les casernes, etc., partout dans leur vie quotidienne. Et donc, je me suis dit, plutôt que de râler, agissons, faisons, construisons, modestement. Il n'est pas question de dire « moi je vais changer les choses tout seul », mais il est simplement question de dire quand les gens votent pour un homme d'extrême droite au présidentiel, eh bien on se retrouve à peu près dans la situation de l'antisémitisme de l'époque de l'affaire Dreyfus à la fin du 19e siècle. Quand il y a de la bêtise, et Le Pen c'est aussi de la bêtise, quand il y a du racisme, de l'antisémitisme, du sexisme, de la phallocratie, de la misogynie, etc., eh bien il faut combattre avec la culture, avec le savoir, avec l'intelligence. C'est le grand projet de Condorcet, le grand projet des Lumières, qui consiste à dire que quand on propage les Lumières, on fait reculer les obscurités, les obscurantismes ou l'obscurité. Donc les religions, les sectes, les pensées débiles. Et c'était quelque chose qui m'intéressait, cette proposition concrète, de philosophie concrète. C'était une façon pour moi de faire de la philosophie concrètement, pas seulement dans des textes, dans des pétitions ou dans des livres, mais en disant, mais après tout, faisons ce qui a déjà été fait dans l'esprit de Condorcet, dans l'esprit des universités populaires de Georges Deherme à la fin du 19e siècle, et puis je crée une université populaire. Donc je me dis, je démarre, je vais quitter l'éducation nationale. J'avais fait le tour, j'avais enseigné 20 ans dans un lycée technique avec des élèves que j'ai adorés, j'aimais l'enseignement. J'aimais moins l'institution qui avait tout autour, les inspecteurs, la direction, les surveillants généraux, ce genre de trucs, ça me fatiguait. Les copies à corriger, le bac, enfin des exercices pénibles pour les correcteurs, mais aussi pour les élèves, parce que c'est extrêmement humiliant de rendre des mauvaises copies. Et je me suis dit, je passe à autre chose, je crée cette université populaire, et je donne du savoir en imaginant que le savoir, c'est constitutif d'un pouvoir, en pensant que le bon pouvoir, c'est le contre-pouvoir. Et puis quelques amis me suivent dans cette aventure. À 2 ou 3, on démarre cette chose-là sans publicité, sans argent, tous bénévoles, dans la gratuité. Sur le principe, une séance en 2 temps, un cours et le commentaire du cours. Un cours, une proposition théorique intellectuelle. Donc philosophie, atelier de philosophie pour enfants, idées féministes la première année, philosophie générale, et ça a été un succès considérable. C'est-à-dire que de bouche à oreille, on s'est retrouvés. Moi j'ai fait un cours dans un amphithéâtre de 230 personnes, il y avait plus de 500 personnes dehors à tambouriner, à taper, à dire c'est pas populaire, qu'est-ce que c'est que cette université populaire, on refuse du monde, on ferme les portes, on envoie les services de sécurité du musée pour empêcher de rentrer, voilà. Donc par la suite on a continué, on a étoffé, on a une quinzaine aujourd'hui, 8 ans plus tard, de séminaires, d'enseignants, tous bénévoles, personne ne gagne un centime pour ce qu'il fait. Et on a ajouté de la psychanalyse, idées politiques, toujours idées féministes, un atelier de philosophie pour enfants, art contemporain, une façon de faire des sciences éco un peu alternatives, du jazz. Donc vraiment on a élargi les possibilités. Parce que tous on pense, parce qu'il y a des gens de droite, parce qu'il y a des gens de gauche, parce qu'il y a des catholiques pratiquants, parce qu'il y a au moins un athée,
réalité, parce qu'il y a des libéraux, puis des anti-libéraux, au moins un, parce qu'il y a des défenseurs de la psychanalyse, et puis parce qu'il y a quelqu'un qui la critique, au moins un aussi. C'est un lieu de débat, de réflexion. C'est pas un lieu de gourou où il s'agirait de penser comme moi, mais c'est un lieu où on fait des propositions théoriques en disant aux gens, allez-y, pensez, réfléchissez, la décision, elle vous appartient. C'est à vous de pouvoir décider si telle idée est intéressante, s'il faut la creuser, comment il faut se l'approprier, voilà. Donc c'était une proposition qui consistait à dire le savoir est un pouvoir et le bon pouvoir c'est toujours un contre-pouvoir. Et ça marche très bien puisque 8 ans plus tard on a un succès considérable. J'ai eu parfois jusqu'à 1000 personnes par séance et on a des propositions régulières de gens qui veulent ajouter des séminaires au séminaire. Mais comme on est tous bénévoles dans cette aventure, c'est devenu une grosse affaire, une grosse aventure. Et il faut que ça reste quelque chose de modeste, je dirais. L'université populaire, alors, elle est constituée par des gens qui donnent des cours bénévolement et gratuitement. Et moi, j'ai souhaité que le public ne débourse pas un centime. C'est-à-dire, je ne veux pas que même symboliquement, comme on me dit de temps en temps, vous pourriez faire payer symboliquement, surtout pas symboliquement. Je veux que les gens viennent et qu'ils n'aient pas besoin de, même symboliquement, de mettre la main à la poche. Je sais ce que c'est, moi, que de ne pas avoir pu aller dans des cinémas, des théâtres, des opéras ou dans des manifestations parce que c'était trop cher et qu'on pouvait pas. Donc là, c'est gratuit et je veux que ce soit gratuit. Et d'ailleurs, la région Basse-Normandie nous donne un budget pour qu'on puisse faire de telle sorte que ce soit gratuit, parce que le bénévolat, la gratuité, ça a un coût. Donc il faut payer un certain nombre de choses, des assurances, il faut payer des papiers, des frais de ceci, des frais de cela, de timbres, Donc on a un budget, mais le budget ne sert pas à payer les gens qui font cours, le budget sert à rembourser les frais qui sont engagés par les bénévoles de cette aventure, et comme ça, le public peut venir simplement pour le goût du savoir et le plaisir de la connaissance. Il y a une dame, par exemple, une vieille dame qui un jour dit « Ah, il a fait un cours sur Épicure et la mort, extraordinaire ». Et la vieille dame dit « Mais moi, j'ai rêvé toute ma vie d'entendre des choses pareilles ». Et la journaliste lui dit « Mais alors, vous êtes quoi, madame ?» Elle dit « Mais je suis retraitée des pompes funèbres ». Et donc, qu'une retraitée des pompes funèbres puisse trouver son plaisir à un cours sur la mort chez Épicure, je trouvais ça assez extraordinaire. Il y avait quelqu'un qui pilotait un Airbus et qui prenait ses vols d'Airbus en fonction des cours. Il y a des dames dont on a su qu'elles étaient du soir et qui, au CHU, où elles étaient femmes de ménage, et qui ont changé pour être du matin, pour pouvoir être là au cours le soir, et qui ont retrouvé le chef de service dans la même assemblée. Donc, et puis des gens divers et multiples, des gens qui parfois se lèvent, m'agressent en disant « Ouais, votre université populaire, elle n'est pas populaire, c'est des bobos et des bourgeois, il y a des instits, des profs, etc. Il n'y a pas d'ouvriers, etc. » Et puis une dame qui se lève et qui prend le micro et qui tremblote et qui dit « Moi, je voulais juste de dire que j'ai été ouvrière, que j'ai été femme de ménage, que j'étais femme... C'est tout ce que je voulais dire, c'est tout. » Elle s'est assise et puis voilà, et elle s'est fait applaudir ce jour-là. Donc, il y a tout. Il y a tout. Des gens qui viennent de partout, des jeunes, des vieux, des gens sans culture, des gens très cultivés dans un domaine. Et c'est très bien. C'est-à-dire quand on a jusqu'à 1000 personnes, à l'évidence, on a aussi des ennemis, des gens qui viennent parce que c'est un événement mondain et qu'il faut en faire partie, ou qui viennent pour pouvoir dire que je suis un pauvre type, un menteur, un affabulateur, que je dis n'importe quoi, que j'ai pas travaillé, que je suis démagogue, que je suis populiste, enfin toutes ces choses-là. Il y a aussi ça dans la salle, et on voit bien quand les gens sourient, ça dépend de la façon qu'ils ont de réagir à tel propos, et puis on en a qui sont là comme ça, puis ils ne rient pas, qui sont là dans le genre « je le hais, celui-là », il y a aussi ça dans le public, à l'évidence. Ou des femmes de médecins qui pourront dire qu'elles vont faire de la philosophie à l'université populaire parce que c'est un événement mondain, bourgeois, etc. Il y a tout ça. Et c'est très bien qu'on ne puisse pas en faire la sociologie. Il y a aussi, et c'est ça à mon avis qui est le plus important, des gens silencieux, discrets, qui ne disent rien, et qui quand le cours est terminé, s'en vont de part et d'autre, ou là-haut, et puis ne disent rien. Non pas ceux qui viennent là, qui veulent une signature, qui veulent un complément d'information, qui me disent « Oui, mais vous n'avez pas dit que... Oui, mais vous n'avez pas lu ce livre-là, vous auriez pu parler d'un tel... » Enfin, il y a toujours une petite dizaine de personnes à la fin du cours, mais des gens qui s'en vont discrètement. Et dont on sait par la suite qu'ils vont se parler à eux-mêmes, qu'ils vont parler à des amis. Il y a des gens qui font des dîners après, systématiquement, c'est très rituel. Il y a un médecin du Havre qui se fait remplacer tous les lundis après-midi pour pouvoir être là. Il y a des gens qui échangent, il y a des gens qui se sont rencontrés, qui s'hébergent mutuellement. Enfin, il y a une vraie vitalité du public et moi, je ne mets pas mon nez dans cette aventure. Je pense que l'intérêt, c'est d'ailleurs ça, l'université populaire. C'est pas seulement les gens qui y enseignent, ce sont les gens qui la constituent, dont le public, bien sûr. Il
il y a, pas bien loin d'ici, à vol d'oiseau, une centaine de mètres, une épicerie sociale. Et dans cette épicerie sociale, on donnait des légumes, des paniers de légumes à des gens qui ne les prenaient pas parce qu'ils ne savent pas les cuisiner. Donc ils préféraient les conserves, le surgelé, les pâtes, le riz, des choses pas extraordinaires, d'un point de vue diététique, d'un point de vue hédoniste aussi. Créons une université populaire du goût. J'invente le concept en me disant on verra bien, quoi. Enfin, on va leur apprendre à cuisiner. Moi, je cuisine depuis longtemps, depuis toujours, au quotidien. J'aime ça et je me suis dit bon, après tout, on a des légumes ici, on va faire quelque chose et je sais pas quoi, mais voilà. Une journée autour d'un écrivain, midi-minuit. Et là, pour le coup, on essaie de solliciter les 5 sens. Donc il y a de la musique, on goûte des choses, on entend, il y a des conférences, des choses comme ça. Et puis finalement, les gens qui viennent ici passent la plupart du temps la journée. On voit à peu près 1000 personnes dans une journée comme ça. Donc on a fait l'an dernier des journées autour de Colette, de Zola, de Proust, de George Sand. L'année d'avant autour de pays ou de régions. L'année d'avant autour de légumes. Des légumes oubliés ou des associations, des cardons, des pâtissons, enfin des choses qu'on avait envie de cuisiner pour intéresser aussi en dehors du jardin. Il ne s'agissait pas de faire quelque chose uniquement avec 12 personnes, mais de fédérer les gens d'Argentan, 15 000 habitants, autour de ce lieu-là. Et puis on a eu 600 personnes la première fois. On a été obligé d'improviser, de filmer les gestes du cuisinier pour reproduire tout ça sur un grand écran. Les gens prenaient des notes, les cuisiniers ont été adorables, ils arrivaient avec des choses préparées pour que tout le monde puisse manger quelque chose. Donc on a fait goûter des huîtres préparées, du foie gras, des petites préparations diverses et multiples. Et puis les gens mangeaient, goûtaient, buvaient. On a eu le chef du Ritz, on a eu le chef, des grands chefs parisiens qui sont venus ici. Par exemple, Jean-François Piège, enfin, pour l'intendance de l'Université populaire, quand ces grands chefs venaient, Jean-François Piège, il arrivait parfois à 15h. Et puis, quand tout était fini, le soir, il prenait sa voiture, il partait à Paris, et il était à 3h du matin à Paris. Et il arrivait avec des choses préparées, avec des bouchées extraordinaires, et puis avec quelques-uns de ses ustensiles. On a un ami ici, Arnaud Viel, qui prêtait parfois ses ustensiles, mais enfin pas toujours. Donc il arrivait avec tout, avec une partie de sa brigade, et puis il faisait une démonstration en direct. Et alors là, il y avait des gestes magnifiques. On a eu Michel Roth, par exemple, enfin des gens qui ont été meilleurs ouvriers de France, et qui font des gestes sublimes. Il y a des gestes de cuisiniers qui se sont fait applaudir. Vraiment, de temps en temps, à partir d'une fourchette, un couteau, tchac, 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 et d'un seul coup, il y a des choses qui moussent, qui sortent, qui débordent, et les gens sont là en train de faire waouh. Et puis ils applaudissent parce que le truc est extraordinaire, quoi. De façon d'émincer, personnage qui prend comme ça en parlant d'une échalote, oignon ou je ne sais quoi, et qui se met à émincer. Il cisaille, il émince comme ça, et on voit le geste, et il y a une espèce d'élégance, et d'un seul coup, on avait de l'ail, et ça se trouve explosé, et finement émietté comme ça, ou le geste qui fait que avec le plat d'un couteau, on écrase une gousse d'ail, et craque. Et puis il donnait des trucs, il dit voilà, ne faites pas ceci, faites plutôt cela, quand vous faites, je vous donne un truc qui va, etc. Alors les gens étaient très contents de savoir que quand on ajoute une pincée de sel et qu'on veut monter ses blancs en neige, ça marche tout seul, ou que dans la mayonnaise, il n'y a pas de truc particulier, simplement on met son jaune d'œuf, on met la moutarde, on tourne, on laisse ça 3 secondes, on démarre et ça démarre tout seul. Enfin des techniques toutes simples, des gestes que les gens adoraient. Alors l'Université populaire est devenue une espèce d'occasion de fédérer la population d'Argentan et d'alentour, et au-delà. Il y a même des gens maintenant qui viennent de très loin. Une journée comme aujourd'hui, Angoulême, Lille, Brest, des gens qui viennent vraiment. Il n'y a plus une seule chambre de libre à Argentan, par exemple, parce que les gens aiment l'espèce de convivialité qui se trouve là, parce que la journée entière est consacrée à l'amitié, à la sensualité, à boire, à manger, à goûter, à écouter de la musique, à entendre des gens parler, célébrer un auteur, une pensée, faire l'histoire du légume. Donc c'est une espèce de pédagogie de la cuisine, une pédagogie de la sensualité, une pédagogie des bons produits, une pédagogie du corps en disant mais faites attention, vous allez pouvoir boire des choses parce qu'elles sont bonnes, vous allez pouvoir manger des choses parce que ça vous fera plaisir, pas seulement être dans la logique sartrienne de la métaphysique du trou à boucher, en disant vous avez faim, remplissez ça de rillettes, de pain avec de la bière et puis voilà, sardines, cassoulet, bananes et puis ça suffira bien. Non, on dit attendez. Buvez du vin si vous voulez, mais goûtez-le, faites la différence entre un gros rouge et puis voilà. Buvez moins de vin, mais du bon vin. Arrêtez de manger des choses dégueulasses et coûteuses et mangez des choses bonnes et pas chères. Et plutôt que d'aller acheter des carottes râpées dans un supermarché, ça va vous coûter horriblement cher. Le prix du kilo de carottes râpées de manière industrielle, c'est effrayant et c'est toxique. C'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour le goût.
Prenez une carotte, allez la laver, coupez-la, et puis râpez-la comme ça, huile, vinaigre, etc. Enfin, et on explique un bon sel, un bon poivre, une bonne huile, une bonne vinaigrette, une bonne carotte, chose extrêmement simple, pas très coûteuse. On a quelques gestes, on obtient quelque chose, on goûte, et d'un seul coup, la carotte a goût de carotte. Donc il ne s'agissait pas de faire des choses extravagantes, il s'agissait de dire, vous ignorez la plupart du temps le goût de la carotte, le goût du navet, le goût du poireau, le goût de ces produits-là, parce que soit vous ne savez pas les cuisiner, soit ils ont été cuisinés de manière industrielle, c'est-à-dire ils ont été vidés, lavés, lessivés, et vous ne savez pas ce que c'est. Or, il y a du plaisir à manger. Il y a du plaisir à cuisiner, simplement, facilement. L'hédonisme, c'est pas seulement une théorie, c'est pas seulement un discours, c'est une pratique, et c'est une pratique qui est quotidienne, extrêmement concrète. La philosophie, c'est bien, il y a les livres qu'on lit, il y a les livres qu'on écrit, il y a les textes qu'on découvre et qu'on médite, mais qu'est-ce que ça donne quand on passe la rampe de la vie quotidienne, avec les gens, dans la rue, avec les gens qui sont nos voisins, nos amis, avec nos épouses, nos compagnes, nos femmes, nos amis, nos compagnons, etc. Ça produit quoi comme effet, la philosophie? Et si la philosophie ne produit pas d'effet dans la vie, alors pour moi ça n'a aucun intérêt, ça ne mérite aucune seconde de peine. Moi j'ai fait un trajet dans l'existence qui est assez inattendu, et je n'oublie jamais d'où je viens. Et je me dis, mais je rends ce que j'ai reçu. Donc ça sert à ça pour moi, la philosophie. Ça sert, je fais des livres, mais je me vois mal faire des livres et vivre le contraire de mes livres. Des gens me disent de temps en temps, ah mais c'est drôle, vous êtes le même dans la vie et puis dans vos livres. Je dis, mais c'est l'inverse qui serait étonnant, c'est qu'on puisse dire des choses et pas les faire. Donc moi j'essaie d'être au plus près de ma théorie dans ma pratique, et dans ma pratique avec la théorie. C'est-à-dire que quand je consacre une journée à Colette à l'université populaire, ça n'est pas quelque chose pour moi qui n'a rien à voir avec mes livres, mon travail ou ma réflexion. C'est même au contraire, c'est parce qu'il y a ces journées que ma réflexion est celle-ci. Je pense, enfin, la théorie et la pratique entretiennent une relation intime. La logique du philosophe citoyen, c'est de faire de la politique, mais la logique de la politique, ça n'est pas d'être un élu. C'est-à-dire quand on me dit, alors, pourquoi vous n'êtes pas conseiller municipal? Quand est-ce que vous serez conseiller général? Pourquoi vous n'êtes pas maire d'Argentan? Ce serait une punition pour moi. Comme ça a été une punition pour Montaigne, à qui on a dit, vous serez maire de Bordeaux, parce que voilà. J'ai dit, je le ferai, hein, j'ai le sens du devoir si je devais le faire, mais comme ça n'est pas une obligation, d'abord je le ferai très mal, parce que bon, c'est l'administration des choses, et moins que le gouvernement des gens, il faut s'occuper du remplissage public, enfin de l'éclairage public, du remplissage des chemins, des chiens errants ou de ce genre de choses. C'est ça, être maire d'un village, c'est couper des rubans, c'est embrasser des grands-mères dans les hospices, c'est aller sur un stade de foot pour remettre une coupe ou ce genre. Si c'est ça, faire de la politique, gérer une commune et se faire voir pour être photographié dans la presse, ça m'intéresse pas. En revanche, la politique, pour moi, elle est, et je pense que c'est vraiment là que la politique se fait véritablement, c'est l'association. C'est l'action associative. Il y a une multitude en France de gens, mais des centaines de milliers, des millions de gens qui font de la politique en étant dans des associations. Bénévolement, généreusement, gratuitement. Des gens qui sont, après leur boulot, qui vont entraîner des gamins sur un stade de football. Ça, c'est faire de la politique. Et qui considèrent que leur apprendre l'effort, la communauté, le partage, l'échange, le souci d'autrui pour faire une passe, pour marquer un but, l'entreprise collective, en disant tout seul, tu n'y parviendras pas. Si en revanche, tu travailles en équipe et collectivement, tu peux parvenir à mettre un but, etc. Ces gens-là font de la politique. Et je pense qu'en faisant l'université populaire, en faisant les deux universités populaires, ça me prend quand même pas mal de temps, je fais de la politique. Un ami qui s'appelle Jean-Luc Tabès, qui a travaillé une trentaine d'années dans une usine et qui s'est fait virer parce que l'usine a délocalisé, comme on dit pudiquement, se retrouve à la tête d'un jardin de réinsertion et s'occupe de réinsérer des gens qui ont des problèmes ou qui ont eu des problèmes avec l'alcool, la drogue, la prison, chômage, RMI, fin de droit, etc. Il ne s'agit pas de faire des horticulteurs, des maraîchers, des gens qui soient des techniciens du potager. Il s'agit de permettre à chacun de réapprendre à vivre avec soi et avec les autres et avec le monde. C'est-à-dire à se lever le matin, à déjeuner à l'heure du déjeuner, à accepter le groupe, la communauté, les contraintes de la communauté, de la collectivité, à travailler dans un projet qui les valorise un petit peu, c'est-à-dire il n'y a rien et puis il y a quelque chose, et entre deux il y aura eu leur travail, leur bonne volonté et leur énergie. Bonjour monsieur. Vous avez la carte de cette année?
Oui. Vie. La première année vaut bien. Mais c'est aussi un endroit où il faut apprendre à vendre son travail. Donc c'est pas facile pour des gens qui, parfois, pour certains, ne savent pas lire, écrire, compter, ou ont des difficultés à lire, écrire, compter, des difficultés à communiquer. Et quand on dit, voilà, le kilo de pommes de terre est à temps et qu'on a 4 pommes de terre dans un sac, il faut les peser, il faut savoir combien ça fait. Moi, je vais vous donner 10 parce que j'ai pas de monnaie. Pouvoir prendre un billet, rendre la monnaie correctement, donc il y a tout un travail. Difficile pour certains. Certains ne le pourraient pas, ça c'est clair. Mais d'autres le peuvent. La preuve, c'est qu'on les y invite, on les y incite et que ça marche bien. Ça, c'est quoi, ça? 1 euro. 1 euro. Il y a combien de centimes dedans? 100. 100. Ouais, 100 centimes. Donc, on a dépensé 7 euros. Oui. Donc, ça ferme là, plus 2 là, ça fait 3. Voilà, les doigts qui sont restés ouverts. Qui sont ouverts, c'est les euros qui nous restent. Voilà. Le mot aucun que tu as utilisé, dans le calcul, ça représente quel nombre? 35 centimes. Aucun, le mot aucun. Si je te dis je n'ai rien, c'est que j'ai combien? Bah, 0. 0. Les questions sont pas si faciles que ça. Justement, c'est question d'habitude. C'est question d'habitude. C'est aussi ça la réinsertion. On se moque de personne ici. Si on ne sait pas lire, on ne sait pas lire. Si on ne sait pas écrire, on ne sait pas écrire. C'est pas grave. Simplement, on apprend des choses et puis on l'apprend concrètement. L'idée de pouvoir se faire commerçant quelques heures, après avoir pu se faire jardinier quelque temps, c'est plutôt pas mal, je dirais, pour des gens qui souvent ont perdu l'estime d'eux-mêmes depuis longtemps. Au départ, les gens considéraient le jardin comme une punition et aujourd'hui, il y a une file d'attente parce qu'ils veulent tous être au jardin. Parce qu'il y a une dynamique, parce qu'il y a une espèce de réjouissance sociale, parce qu'il y a la création d'une communauté, parce que vous êtes là, c'est-à-dire qu'il y a les télévisions, la radio, la presse, des journaux, des photos, parce qu'ils se retrouvent de temps en temps photographiés, filmés, et ils retrouvent une dignité qu'ils ont perdue depuis longtemps ou qu'on leur a déniée depuis très longtemps. Donc le jardin est ce lieu-là, une espèce de petit phalanstère, pas fourriériste, mais enfin un petit endroit dans lequel on se dit, voilà une micro-société dans laquelle les gens essaient d'être ensemble, de retrouver le goût à la vie, le goût à être, le plaisir à exister, en faisant des choses qui a priori ne sont pas forcément excitantes. C'est vrai que travailler la terre, quand on ne sait pas du tout faire ça, c'est un peu ingrat, quoi. Mais là, quand on prépare la terre, quand on sème, quand on plante, quand ça commence à germer, quand on arrose, et puis quand on commence à avoir des fleurs, des fruits, des légumes, et qu'on commence à pouvoir organiser comme aujourd'hui des ventes avec des gens qui viennent acheter et qui rencontrent d'autres personnes, ça leur permet ici d'assister à des moments d'amitié. Les gens sont sympathiques ici. Quand on prend sa carte d'adhérent pour venir acheter des légumes, on fait un geste militant. Et puis en plus, un geste militant, puis en plus de ça, un geste intéressant d'un point de vue gastronomique, parce que tout est propre ici, on est en cours de classement bio, on ne mange pas de saloperie, quoi. Les tomates ont des goûts de tomates et les légumes ont des goûts de ce qu'ils sont. C'est pas moi qui vais vous dire de quoi on va parler, c'est vous qui allez en décider. On va parler aujourd'hui. Et pour essayer de lancer ce travail-là, de réflexion, de discussion ensemble, je vais vous demander de nous dire des mots, d'abord. Des mots qui vous paraissent importants, soit pour votre vie de tous les jours, soit des questions que vous vous êtes déjà posées, soit des choses auxquelles vous avez déjà réfléchi. Le respect. Le respect, oui. L'amitié. L'amitié. L'incompétence. Incompétence, alimentation, gentillesse, méchanceté, La vie. floraison. La Floraison. floraison. Les enfants passent 5 heures en moyenne devant leur télévision chaque jour. Ça veut dire qu'il y a une espèce de matraquage, de formatage intellectuel, neuronal même. Leur cerveau est fabriqué comme ça, avec des lieux communs, avec des bêtises, parce qu'on peut regarder des choses intelligentes à la télévision, et puis en parler avec les parents, ça pourrait être un instrument pédagogique. Mais c'est souvent un instrument de distraction, c'est souvent un instrument qui pallie la bonne qu'on avait dans le temps pour regarder les enfants. On pense devant la télévision, donc on est tranquille, les parents vont. Bon, écoutez, on a 7 questions. Est-ce que les gens se respectent entre eux? Le mot floraison peut-il avoir d'autres sens?
pourquoi fleurissons-nous mentalement? Est-ce que la méchanceté c'est bien? Pourquoi les hommes ont-ils choisi la méchanceté? Et combien y a-t-il de déforestation? Avons-nous de l'amitié envers la nature? Parce que quand on a une question comme ça, il y a quand même deux mots importants. C'est amitié et nature, cette question-là, vous êtes bien d'accord? Alors essayez d'abord de savoir ce que c'est que la nature, et savoir ce que c'est que l'amitié pour pouvoir répondre à notre question. Qu'est-ce que c'est l'amitié? Alors allons-y sur la nature. L'homme, il s'en est occupé, il a travaillé, mais c'est la nature qui s'est... C'est pas la nature qui s'est installée toute seule ici. Elle s'est développée, mais par l'aide de l'homme. Donc, ou alors, elle était déjà là avant, l'homme l'a aménagée et il a construit des bâtiments. Il y a une espèce de fraîcheur sur le monde, sur la vie, en plus de l'information, les enfants capables de penser le cosmos, la nature, les éléments de la nature, la place de l'homme dans la nature, la relation que l'homme peut avoir avec la nature. Moi j'ai été 20 ans prof dans un lycée, et ce qu'on nous demande de faire, c'est pas ce qui est fait là. C'est-à-dire on leur demande de savoir réintégrer une information sur la conception de la nature chez Lucrèce, de la conception de la nature chez les stoïciens, la nature entre la nature naturelle chez Spinoza, ou ce genre de trucs. Ce qui n'est pas très intéressant, au bout du compte, on leur demande de faire de l'histoire de la philosophie, alors que là, on sent bien que les enfants pensent leur monde. ici on est dans un jardin. Un jardin c'est créé par les hommes, et toi tu dis c'est de la nature quand même. Ah oui. Alors il me semble qu'il y a une petite contradiction. Vas-y Hugo. C'est nous qui l'avons planté, c'est de la nature, mais c'est pas la pure de nature. Comme la forêt de l'Amazonie où c'est vierge. Là c'est de la nature mais pure. Et là, on est en train de rentrer dans la discussion un petit peu, c'est intéressant, hein. Ben, vous voyez, c'est un petit peu ça, moi, ce que j'entends par discussion philosophique, c'est quand il y a des avis qui se frottent un peu les uns aux autres, hein, même si vous n'êtes pas forcément d'un avis contraire. Tu voulais dire quelque chose, je crois, Hugo? Moi, j'ai toujours pensé que les enfants étaient naturellement philosophes et que seuls quelques-uns le demeuraient. Et c'est assez sidérant de les entendre. Je pense que tout le travail pédagogique est un travail qui consiste à éteindre cette vitalité-là chez les enfants. Et on peut même imaginer le voir avec le temps passant. Et plus ils sont adultes, comme moins ils sont enfants, plus on les sent contenus, retenus, empêchés, inhibés, contraints par une espèce de poids qu'on sent même physiquement. Les bons élèves, entre guillemets bons élèves, sont dans les filières classiques. Les bons élèves des filières classiques sont dans les filières scientifiques. Et puis les mauvais sont dans des filières littéraires, je le sais, j'étais dans une filière littéraire, c'est-à-dire un littéraire c'est un non scientifique, beaucoup plus que quelqu'un qui est là parce qu'il aurait un goût pour la littérature. Et puis les mauvais du classique vont dans un lycée technique. Ce qui est faux, enfin, tout ça est totalement faux. Il y a une espèce d'assiette au beurre, comme ça, avec une espèce de violence d'un mouvement qui éjecte des gens qui simplement n'auront pas été sollicités pour leur intelligence, leur forme d'intelligence, ou parce qu'ils n'auront pas eu la mémoire nécessaire, ou parce que leur intelligence n'aura pas été saisie. Une intelligence pratique, une intelligence technique, une intelligence moins auditive que visuelle, par exemple, c'est comme ça qu'on fait, une intelligence manuelle. À l'école, il faut écouter moi, régurgiter ce que vous avez entendu. Et puis il y a des gens qui ont besoin que ça passe par la main, que ça passe par des gestes, ou ce genre de choses. Donc on trouve dans des lycées techniques des enfants à qui on a dit, les élèves, à qui on a dit vous n'êtes pas fait pour le classique. Donc vous êtes ici, moi mes élèves étaient là pour secrétaire, vendeur ou comptable, c'est mes élèves. Donc des jeunes filles à qui on disait vous allez dactylographier toute la journée, répondre au téléphone, ou des garçons à qui on disait vous allez remplir des trucs, recettes, dépenses, etc. On leur disait la philosophie, pourquoi faire? La littérature, pourquoi faire? Donc il y avait une espèce de pensée de l'utilité, une pensée franchement utilitariste, du genre si ça sert à rien, à quoi bon? Et la philosophie, ça servait à rien. Donc a priori, on disait, mais la philosophie, c'est l'art de rendre compliqué des choses simples. C'est l'art de parler pour ne rien dire. C'est l'art de tenir un discours totalement incompréhensible. Et j'arrivais, je disais, mais la plupart du temps, vous avez raison. Mais c'est pas seulement ça, la philosophie. Donc écoutez-moi un peu, et puis après vous jugerez. Et si vous pensez que je fais partie de cela, alors je vous donne l'autorisation de ne pas venir à mon cours. Et puis ça se passait bien. Et je trouve que la philosophie, en tant qu'elle est institutionnelle, c'est bien qu'elle soit enseignée, je me bats pour qu'elle soit enseignée, mais je me bats aussi pour qu'elle soit enseignée autrement. D'abord avec les enfants. Depuis Gilles, ça fait une petite dizaine d'années qu'on est là-dessus sur ce sujet-là. La philosophie, dès que les enfants sont scolarisés, parce qu'il faut entretenir ces belles plantes. Il y a des belles plantes qu'il faut arroser. Et il y a tellement de fleurs du mal par ailleurs, et dire ben voilà ce que fait Gilles, c'est-à-dire c'est pas du tout un travail à noter, du genre bon élève, mauvais élève, avec du rouge ou pas du tout. Il s'agit de faire de la gymnastique intellectuelle, de renvoyer les balles, d'être là
au fond de cours pour renvoyer correctement les balles aux enfants qui envoient des balles magnifiques. Et entretenir ça, quoi. Si je suis épicurien, si je crois à l'amitié épicurienne, si je crois à l'hédonisme, si je crois au matérialisme philosophique, si je crois à l'éducation en termes de philosophie, à la transmission, à la communauté, etc., etc., et que je n'en fais rien dans ma vie, à quoi ça sert? Donc si je suis épicurien, alors il faut quelque chose qui s'appellera l'Université populaire de Caen, quelque chose qui s'appellera l'Université populaire du goût d'Argentan, parce que j'essaie d'agir en fonction de mes pensées. Et là, pour le coup, c'est intéressant, parce que quand on agit, on voit comment le réel résiste. Et si on fait un mouvement de retour, c'est-à-dire on a des belles idées, on se dit on va les incarner, on voit que le réel, c'est pas facile, et on se dit, mais bon, si le réel n'est pas facile avec moi, il l'est avec personne, ça doit produire quel type d'effet sur la théorie à nouveau? Et puis on refait une pratique, c'est-à-dire ce mouvement théorie-pratique, c'est-à-dire conviction-responsabilité, pensée-action, etc. Ça me semble être la dynamique ou la dialectique du philosophe, c'est-à-dire produire des effets dans son réel, dans le réel aussi, mais dans son propre réel. C'est-à-dire il faut une conversion philosophique. Je pense qu'avant que la conversion ne devienne un mot récupéré par le christianisme, c'était un mot de philosophe. Il y a des conversions dans la philosophie antique. Quelqu'un qui passe, il est portefaix, il est charpentier, il est docker, et puis d'un seul coup, il entend Protagoras, il entend Socrate, il entend Diogène, il entend Aristippe de Cyrène, il se dit ça me change la vie, et avant et après, c'est plus la même chose. Eh bien, cet esprit-là, c'est-à-dire l'esprit de la philosophie antique dans lequel il y a de la conversion, dans lequel la vie avant, c'est plus la même chose que la vie après, c'est quelque chose qui m'a séduit et c'est ma définition de la philosophie aujourd'hui. Moi, un jour, j'ai rencontré un professeur à l'université qui m'a appris que on pouvait être moral sans être chrétien, que l'éthique, ça existait sans Dieu, que le bien et le mal n'exigeaient pas forcément l'évangile, Jésus, Marie, Joseph et tout le tralala. Et que, après tout, Lucrèce, de la nature des choses, Épicure, tout ça, c'était une philosophie de vie. La mort sent une odeur fade. Je sens cette odeur fade. C'est l'heure du recours aux forêts. J'ai vécu assez pour en savoir assez. Aux 2 tiers de sa vie, si l'on ne sait pas ce que contient le dernier tiers, c'est qu'on n'a rien appris, donc qu'on n'apprendra jamais, donc qu'on n'apprendra plus. Je sais les hommes, assez même pour pouvoir dire « j'en sais assez pour haïr les hommes ». Mais je ne parviens pas à haïr. Trop d'énergie perdue, trop d'énergie gâchée, pas assez de haine au ventre, pas de haine du tout, même. Je pourrais pleurer comme Héraclite, mais je veux réserver les larmes pour ceux qui le méritent. La folie des hommes ne mérite pas qu'on pleure. La mort de ceux qu'on aime, voilà les seules justifications des larmes. Je veux bien plutôt rire comme Démocrite de la folie des hommes, comme lui, rire comme lui, vivre au fond d'une cabane dans un jardin, tourner le dos aux hommes, sans amertume, sans fâcherie, sans colère, sans haine bien sûr, sans acrimonie, sans bile noire. Je veux simplement en finir avec le commerce de la folie, de la sottise, de la bêtise, de la noirceur des hommes, de leur méchanceté. Je veux passer le restant de mes jours en ma compagnie, la compagnie des hommes distraits de la seule vraie compagnie, celle de soi. Moi, je suis fils de pauvre et la philosophie m'a sauvé. Donc la philosophie, j'ai pas eu ça comme une cuillère en argent dans la bouche, du genre, mon petit, on va t'expliquer la musique, la peinture, la littérature, la philosophie, apprendre à parler correctement le français, à maîtriser l'anglais, ou ce genre de choses. Je sais pas ce que c'est que tout ça, moi. Il a fallu que il a fallu le conquérir. Donc pour moi, c'est précieux. La philosophie, c'est un destin. C'est une chance. C'est une joie. C'est un bonheur. C'est une opportunité sans nom. Vraiment. Et j'essaie depuis d'être à la hauteur, quoi.
Voilà pourquoi j'ai tant de mal avec les faiseurs, avec les mondains, avec les gens qui jouent avec la philosophie et les concepts comme d'autres avec des balles dans un cirque, en disant tac, 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 etc. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, on passe le chapeau, on donne de l'argent, on s'en va, et puis... Non, pour moi, la philosophie, c'est viscéral, c'est existentiel, c'est constitutif d'un être, et ça m'a sauvé. Et alors aujourd'hui, je reçois une centaine de mails par jour, et à chaque fois que je reçois des mails me disant « Vous m'avez changé la vie ». Je vous ai entendu par hasard à la radio, je vous ai vu par hasard à la télévision. J'ai acheté un livre, j'en ai acheté 2, je les ai achetés tous. Je les lis, je les relis, je les médite, j'écoute vos cours sur France Culture, etc. Et ma vie n'est plus la même. Je me dis, mais quel bonheur pour moi que de rendre ce que j'ai reçu. J'ai reçu, quand j'avais 17 ans, la promesse de bonheur qu'était la philosophie avec mon vieux maître, Lucien Gerfagnon. Et aujourd'hui, d'une certaine manière, je suis le Gerfagnon de quelques autres. Mission accomplie. Mission accomplie, c'est-à-dire que pour moi, quoi qu'il arrive maintenant, quoi qu'on dise, les livres contre moi, les émissions contre moi, les articles contre moi, ça compte pour 0. Chamfort dit « il faut que le cœur se brise ou se bronze ». Et quand j'ai lu cette phrase de Chamfort, je me suis dit « moi, je ne serai jamais bronzé, jamais brisé ». Et c'est Chamfort qui a raison. Et c'est moi qui avais tort. Il faut à un moment qu'effectivement on soit bronzé ou brisé. Je ne suis pas brisé.